Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à notre conférence exceptionnelle « Crise climatique et énergétique. Peut-on respecter l'accord de Paris sans tout réinventer ?» présentée par notre rockstar des enjeux climat-énergie, M. Jean-Marc Jancovici. Je remercie également Neoma et les néorateurs de nous accueillir ce soir au sein de leur campus. Je me présente, je m'appelle Mélanie Terris et je travaille pour l'agence d'urbanisme de la région de Reims et son antenne de Charleville-Mézières. J'ai parmi mes missions l'organisation d'un cycle de conférences intitulé « Neutralité carbone » que vous pouvez retrouver sur notre site internet audrr.fr. Vous vous interrogez certainement sur ce qui nous a amenés à collaborer entre agences d'urbanisme et Neoma. Il faut remonter le fil de l'histoire. Cela fait 1 an et demi que j'ai débuté mes échanges avec Jean-Marc Jancovici, que nous avons pu discuter actualité, communication, vulgarisation de contenu et transmission. Aussi, quand il m'a dit qu'il avait des étudiants qui voulaient le faire intervenir, on est assez vite tombé d'accord pour se dire qu'on allait élargir nos publics et ouvrir nos portes, parce qu'une réflexion s'enrichit de toutes les opinions. Alors c'est pourquoi vous vous retrouvez dans cet amphithéâtre avec différentes générations de divers horizons. Je remercie d'ailleurs les élus du Grand Reims et des Ardennes, les collaborateurs de leurs services, les directeurs immobiliers et bailleurs, la CCI, la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et j'en oublie encore certainement, d'avoir répondu présent ce soir. Pour Jean-Marc Jancovici et moi-même, il devenait essentiel d'ouvrir nos portes et d'être entendus de tous, d'obtenir une conférence qui nous pousse à interagir avec une représentation de tous les acteurs de notre société, des élus aux forces vives, aux nouvelles générations, ou autrement dit, des décisionnaires aux acteurs de terrain, jusqu'aux acteurs de demain. Car pour conduire un changement efficace dans une temporalité courte, il nous faut unir nos forces entre générations et unir nos forces sur nos différents terrains d'action. Adapter nos modes actuels, économiques, logistiques, et ça, nos élus seront à même de prendre les décisions pour notre avenir. Investir sur les esprits de nos étudiants pour trouver des alternatives en recherche et développement, modifier nos usages et comportements en tant qu'individus, quel que soit notre âge. Il nous faut prendre conscience que cette conduite du changement devra se mettre en place différemment en fonction des générations si nous voulons créer une synergie entre individus et collectifs. C'est peut-être même là une des clés, d'arrêter de penser qu'il n'y a qu'un seul moyen d'œuvrer, qu'une seule méthode, et prendre en considération les usages et habitudes de chacune et chacun. Aussi, cette collaboration entre Neoma et l'agence d'urbanisme est une opportunité d'articuler le tout à chacun au sens commun, de générer une dynamique à double flux. Après la présentation de Jean-Marc Jancovici, nous ouvrirons le débat par quelques questions sur les objectifs communs et individuels. Je porterai, par le biais de l'agence d'urbanisme, des questions ayant attrait aux politiques d'aménagement. Mon collaborateur sur scène, Théo Perrin, président de l'association Néorateurs, viendra interroger notre invité sur des problématiques individuelles de consommation. Je cède maintenant la parole à Théo Perrin. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, au nom de l'ensemble des membres des Néorateurs, je tiens sincèrement à vous remercier de vous être déplacés jusqu'ici dans cet amphithéâtre pour cette dernière conférence du pôle conférence des Néorateurs qui s'attache à mettre en avant des savoirs et des paroles précieuses pour nous toutes et nous tous. Monsieur Jancovici, au nom de l'ensemble des étudiants de Neoma, je tiens à vous remercier pour votre présence, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Reims. Nul doute que le champagne a une influence forte dans votre décision. Néanmoins, avant de boire, il vous faudra parler et au travers de votre parole, nous délivrer votre enseignement à la fois enrichissant et qui nous permettra, je l'espère, d'ouvrir les yeux sur beaucoup d'enjeux en tant qu'acteur de demain et qu'acteur d'aujourd'hui. D'ailleurs, si j'avais un seul vœu, et je terminerai d'ailleurs par là, ce serait que vous toutes et vous tous, dans vos qualités différentes, que vous soyez étudiants, professeurs, élus, acteurs économiques, ou retraités, que vous soyez présents dans la salle ou derrière le live, si vous avez eu l'envie de venir à cette conférence, d'ouvrir votre ordinateur et de prendre le temps d'écouter la parole de M. Jancovici, c'est sans doute que vous avez intimement en vous conscience qu'il y a des choses à changer dans nos modes de consommation, de production, dans nos manières de vivre de manière individuelle
et collective, et que peut-être que dès demain, lorsque vous serez sortis de cet amphithéâtre, vous aurez envie de changer, et que lorsque vous vous lèverez, vous changerez individuellement, parce qu'il n'y a que cette force individuelle et le collectif qui nous permettra de rendre le monde de demain plus viable. Je crois que c'est sans doute la richesse de cette conférence. J'en profite pour ajouter un dernier point. Si vous avez des questions, des interrogations à adresser à M. Jancovici, il y aura un moment de questions-réponses à la fin de l'échange. Donc gardez-les précieusement. Les étudiants viendront avec des micros pour que vous puissiez interagir. Je vous remercie à nouveau pour votre présence dans cet amphithéâtre. Je laisse maintenant la parole à M. Pascal Chaudet. Allez, bien. Alors, Monsieur le Président du Think Tank de Shift Project, cofondateur du cabinet Carbone 4, Jean-Marc Jancovici, Monsieur le Président de l'Agence d'urbanisme et de développement de la région de Reims, maire de Saint-Léonard, cher Cédric Chevalier, Madame la Vice-présidente Environnement, Transition énergétique et Bioéconomie du Grand Reims, chère Anne de Véronnière, bienvenue. Chères étudiantes, chers étudiants, chers professeurs et collaborateurs, chers lycéens et leurs professeurs, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi, au nom de Delphine Manceau, directrice générale de Neoma Business School et en tant que directeur du campus de Reims, d'accueillir ce soir notre conférencier dont le thème vous a été déjà notifié, mais que je vais vous répéter pour que vous en souveniez. Donc, crise climatique et énergétique, peut-on respecter l'accord de Paris sans tout réinventer ? En matière de formation liée à la transition écologique et sociale, Neoma défend une conviction forte. L'enseignement supérieur a un rôle central à jouer. Il s'agit en effet de préparer nos étudiants, futurs diplômés, à un nouveau monde en transition. Cela veut dire leur permettre de comprendre ce qui se joue aujourd'hui pour qu'ils puissent demain avoir un rôle actif et positif. Nous sommes régulièrement interpellés par nos étudiants sur nos pratiques, sur les moyens de les corriger. C'est pourquoi nous voulons donc leur donner les clés pour qu'ils fassent partie de la solution. Nous voulons qu'ils aient la confiance nécessaire et les moyens pour être légitimes dans l'action et participer aux transformations des entreprises et de la société. Neoma a déjà mis en œuvre plusieurs actions dans ce sens, à travers des cours dédiés et notamment par l'ouverture en septembre 2023 du Master Sustainability Transformations. Mais nous voulons aller plus loin et nous réfléchissons à davantage décloisonner les disciplines, car nous avons la conviction que seule une approche résolument scientifique et pluridisciplinaire ouvrira la voie vers un véritable business responsable. Nous nous engageons aussi à travers notre recherche et nos pôles d'excellence. Aujourd'hui, nos enseignants-chercheurs ont publié plus de 350 articles scientifiques sur tous ces sujets. Enfin, Neoma s'engage également sur ces questions à travers sa chaire Bioéconomie et Développement Soutenable, chers membres du CEBB, Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie, en partenariat avec l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, l'URCA, AgroParisTech et Centrale Supélec. Ce bâtiment est basé à Pommacle, dont nous avons le plaisir d'accueillir Madame la maire tout à l'heure, qui prendra la parole. Voilà. Et aussi, cette chaire de bioéconomie est soutenue par la CCI de Marne-en-Champagne et par la communauté urbaine du Grand Reims. Voilà. Donc notre école est la seule institution dans les écoles de commerce à porter une équipe pluridisciplinaire de chercheurs exclusivement dédiés à la bioéconomie. La tâche est immense et l'urgence indiscutable. Comment accélérer la transformation des enseignements pour y intégrer des enjeux écologiques ? Comment mieux former les managers d'aujourd'hui et de demain pour qu'ils jouent un rôle décisif dans la transition vers une société décarbonée et résiliente ? Comment les aider à réduire les impacts de leurs entreprises sur l'environnement? Comment rendre notre activité économique respectueuse des limites planétaires? À Neoma, répondre à ces questions fait partie de nos missions par la recherche, l'innovation, par l'accroissement des connaissances, par les propositions de solutions que nous souhaitons démontrer et nous souhaitons démontrer qu'un futur désirable est possible. Et vous, Monsieur Jancovici, je compte sur vous. On dit de vous que vous êtes pessimiste, mais pas désespéré. Donc vous allez, par votre intervention ce soir, renforcer notre prise de conscience de la gravité de la situation, nous aider collectivement à faire avancer notre réflexion sur ces sujets,
à nous éloigner, je l'espère, de l'éco-anxiété par la réflexion suivie d'actions concrètes. Je vous renouvelle donc nos remerciements d'être parmi nous ce soir. Je vous remercie. Je passe la parole à M. Cédric Chevalier. Bien. Merci. Bonsoir à tous. Je vais faire court parce que, bien évidemment, vous n'êtes pas venus là pour entendre un certain nombre de discours. Je voudrais tout d'abord remercier vivement Pascal Choquet pour de nous accueillir comme le Bernard l'Ermite, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Remercier aussi, bien sûr, l'ensemble des élus présents. Ils sont nombreux, c'est de très grande qualité. J'en profite, chers collègues. Et puis, bien sûr, remercier Neoma et les équipes de l'agence d'Urba, spécifiquement Mélanie, pour le travail accompli. Et puis, je n'avais pas oublié Jean-Marc Jancovici pour sa présence, de nous faire l'honneur de venir aujourd'hui. Alors simplement pour rappeler ce que c'est qu'une agence d'Urba, ce n'est pas la structure qui regarde les permis de construire, je tiens à le préciser. C'est une agence dédiée à la planification et à la prospective. Et vous comprendrez pourquoi ce soir nous nous retrouvons tous ensemble. Parce que dans la planification, l'ensemble des documents qui viennent élaborer un certain nombre de schémas, que ce soit au niveau du développement économique, que ce soit des mobilités, que ce soit du logement. Donc je vais utiliser le STRADET, le SCOT, le PLUI, un certain nombre de documents auxquels l'agence d'urbanisme contribue en collaboration avec l'ensemble des élus. Pour amener ce schéma et amener ces décisions au travers pour les élus, il faut une agence qui puisse amener un certain nombre d'observations, de diagnostics et qui puisse faire un certain nombre de prospectives. Je crois que c'est important de pouvoir décider avec les éléments, le plus d'éléments possible pour pouvoir avoir la meilleure décision à prendre en termes de schémas qui auront des impacts 10 ans, 20 ans après. Et je crois que ce soit sur les mobilités, que ce soit sur la ville de demain, que ce soit sur l'évolution sociétale, que ce soit sur l'économie au sens large, il est important de pouvoir, au travers de cette agence, faire un certain nombre de diagnostics, je disais, mais aussi de pouvoir avoir l'éclairage des uns et des autres. Et je crois que le thème de ce soir est un enjeu majeur, et les agences d'urbanisme, qui ont été créées d'ailleurs dans les années 70, plus particulièrement quasiment au moment des chocs pétroliers, donc c'est pour vous dire qu'il y a, par rapport à ce soir, un élément important. On a toujours, au niveau des agences, été en capacité de pouvoir apporter des éclairages pour améliorer, en tout cas pour permettre aux élus de prendre les meilleures décisions. Donc c'est dans ce cadre-là, dans ces échanges, avec un certain nombre d'experts, et ce soir c'est le cas, que nous allons pouvoir échanger sur cet enjeu majeur qui nous concerne tous et pouvoir bénéficier, en tout cas, Monsieur Jancovici, de votre éclairage. Et là, pour le coup, on n'est pas obligé de moduler ni la température ni l'éclairage. On va pouvoir consommer avec sans modération l'apport de ce soir. Donc merci encore pour votre présence et merci encore à l'ensemble des équipes. Et je passe la parole à Anne Devernière, vice-présidente du Grand Reims. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que je suis un peu... C'est bon, au fond, vous entendez ? Bon. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le directeur de Neoma Business School, cher Pascal, Monsieur le président de l'agence d'urbanisme, cher Cédric, je vous remercie beaucoup de nous avoir invités ce jour, parce que bientôt, au mois de décembre, nous allons voter notre PCAET. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un PCAET ? C'est un plan climat. Donc, on va voir ce qu'on peut faire pour le climat sur notre territoire. Énergie, on va voir quelles sont les énergies renouvelables qu'on va pouvoir développer sur le territoire. Air, pour avoir une meilleure qualité de l'air, et territorial, parce qu'il est adapté à notre territoire. C'est vraiment selon nos spécificités. Parce que sur notre territoire, nous avons, pour vous donner quelques exemples, pour que vous les ayez en tête, 32% de nos émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'industrie. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes réindustrialisés sur le territoire. 30% sont dus au transport. 23% sont dus au résidentiel et au tertiaire. Et 7% sont dus à l'agricole. Donc vous voyez, nous avons beaucoup à faire. Donc je suis ravie qu'il y ait beaucoup d'étudiants ce soir et que vous puissiez avoir en tête que nous, les élus, nous nous organisons pour agir maintenant. Donc nous avons lu, Monsieur Jancovici, nous avons lu le Shift Project avant de réaliser notre PCAET. Et je tiens à vous remercier et remercier vos équipes, s'il vous plaît.
parce que le travail que vous avez réalisé, les publications de qualité que vous avez faites, la sensibilisation des élus, la sensibilisation des habitants me paraît primordiale. Et merci à vous, madame, monsieur, d'être là pour cette thématique qui nous intéresse tous. Le Grand Reims est un territoire fortement rural, autour de la 12e ville de France. Nous sommes un territoire où nous avons beaucoup de biomasse, telles que les grandes cultures, les forêts, les vignobles du Champagne. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'élus, nous avons le devoir d'agir directement sur les enjeux de mobilité, d'urbanisme ou de développement des énergies renouvelables. Afin de me présenter, je suis maire d'une petite commune, d'une commune rurale de 500 habitants, Paumacle. Et je suis également vice-président en charge de l'environnement, de la transition énergétique et de la bioéconomie pour le Grand Reims. La particularité de ma commune de Paumacle, c'est d'être sur un territoire d'industrie qui se situe à Bazancourt, Paumacle. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un opérateur majeur dans l'industrie et la recherche sur la bioéconomie. L'engagement du Grand Reims sur notre PCAET, ce sont 80 actions. Et je vous invite à aller sur le site internet de la CU du Grand Reims pour aller donner votre avis en fait, sur les actions, pour nous challenger, vous aussi. Parce que je sais que M. Giancovici aime bien être challengé sur ce qu'il dit. Nous aussi, on vous fait des propositions. S'il vous plaît, aidez-nous à les améliorer, à faire en sorte qu'elles vous ressemblent. Et si vous avez des connaissances qui sont plus poussées que les nôtres, surtout, partagez et faites avec nous. M. Giancovici, nous avons aussi un champ lexical commun. Mettre en réseau, donner envie, plutôt que d'interdire. Car j'entends de plus en plus que nous devons aller plus loin, plus vite, mais sans interdiction. Donc une des solutions me paraît être de donner envie, donner envie, donner envie. Vous faites partie de ceux qui donnent envie, de ceux qui donnent des chiffres et qui se font challenger. Car vous avez dû remarquer, en ces matières, il y a beaucoup d'études et qui ne prennent pas toutes en compte les mêmes éléments ni les mêmes champs d'action. Certains chiffres que vous donnez me trottent dans la tête. Je donne souvent vos chiffres à des personnes qui me disent « Mais Anne, par quoi on peut commencer ?» Dans ces cas-là, je cite la page 40 du Shift Project numéro 2. Vous savez que M. Giancovici aime bien citer ses sources. Et le geste individuel le plus efficace pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est de manger moins de viande, d'être végétarien. Et je vous avoue que j'ai eu une révélation quand j'ai vu ce chiffre. Donc j'ai fait un test dernièrement et j'avais un autre résultat. C'était plutôt sur le transport. Mais en bref, vous donnez envie de creuser les chiffres et vous donnez une voie, à nous de la suivre ou de la critiquer constructivement pour avancer. Cette approche scientifique que vous avez, nous qui souhaitons être un territoire référent en matière de bas carbone, nous l'avons aussi. Nous sommes un territoire d'innovation. Nous allons mesurer avec Atmo et avec les chercheurs de l'URCA, un des laboratoires qui s'appelle Aérolab, nos émissions de gaz à effet de serre en temps quasi réel. Et ça, c'est une innovation française, voire mondiale. Et ça se passe chez nous, grâce aux chercheurs qu'on a sur le territoire. Nous allons donc pouvoir avoir un postulat dans une de nos actions, mesurer, corriger, avancer en permanence. Le Shift Project a pour objectif de réfléchir à la décarbonation de notre société avec une optique réaliste et non punitive. Nous sommes d'accord. Il faut donner envie de faire et de changer nos habitudes. Nos concitoyens en ont assez des « il ne faut pas faire ceci » ou « il ne faut pas faire cela ». Si nous leur donnons envie, si nous trouvons les moyens de convaincre, nous pouvons être efficaces. Et puis nous avons sur le territoire de fortes compétences pour nous aider à relever ces défis. Nous sommes aussi un territoire d'espoir, car l'état de l'art d'aujourd'hui n'est certainement pas celui de demain ou d'après-demain. Nos chercheurs vont aussi travailler à créer cette révolution dont nous avons besoin. Ici, sur le Grand Reims, nous avons des trésors de compétences, notamment avec les chercheurs de Neoma, de l'URCA ou du CEBB qui a été nommé tout à l'heure, le Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie. 300 chercheurs travaillent normalement sur la bioéconomie, qui est l'économie du vivant. C'est l'économie qui est fondée sur la biomasse, c'est-à-dire la betterave, le blé et tout ce qu'on peut avoir sur notre territoire. Un autre axe sur lequel nous sommes en phase, la formation. Nous changeons lorsque nous savons. Nous allons ce soir prendre de nombreuses informations. Monsieur Giancovici, vous êtes une personne qui fait prendre conscience, une personne qui n'a pas peur de heurter et qui fonde ses avances sur des faits scientifiques. Vous êtes inspirant. Et je pense que c'est pour ça que nous sommes aussi nombreux ce soir. Je pense que nous sommes
tous heureux, je pense parler au nom de tout le monde, nous avons hâte de vous entendre et de pouvoir repartir demain avec des idées à mettre en place sur notre territoire. Ça fonctionne, c'est parfait. Alors, que dire après toutes ces introductions là. La première chose que je vais vous dire, c'est que je vais essentiellement vous parler ce soir, pas tant de où allons-nous, ça sera au moment des questions, je vais vous parler de d'où venons-nous, puisque en fait, pour essayer de, vous savez, au plus loin vous regardez dans le passé et au plus loin vous êtes capable de vous projeter dans l'avenir, hein, donc c'est ça que je vais commencer par faire. La deuxième chose, c'est de préciser juste que vous avez 3 logos là sur cette planche. C'est mes entités d'appartenance, mais je ne m'exprime qu'en mon nom. Voilà, donc je vous précise que ce que je vais dire ce soir n'engage que moi, comme selon la formule consacrée. Pour vous dire très rapidement ce que je fais, donc je travaille effectivement dans une société qui s'appelle Carbon 4, qui ne fait pas que du conseil aujourd'hui, qui fait d'autres choses, mais voilà, ça c'est ma partie alimentaire. Je préside effectivement un think tank, enfin une association qui s'appelle The Shift Project, et puis à côté de ça, je fais de temps en temps un peu de vulgarisation dans cette catégorie-là que je me place ce soir. Alors la vulgarisation, elle m'amène de temps en temps à fréquenter des gens rigolos. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, quand j'ai fréquenté un dessinateur et auteur de BD qui s'appelle Christophe Blain. Et ensemble, nous avons conçu cet enfant dont une partie de ce que je vais vous raconter ce soir est extrait, enfin exactement l'essentiel de ce que je vais vous raconter ce soir est une partie de cet ouvrage. On est ici dans une école dite de commerce et puis l'invitation a été lancée par une agence d'urbanisme qui de temps en temps doit regarder un tout petit peu des sujets économiques. Donc je vais commencer cet exposé par vous parler un tout petit peu d'économie et en vous expliquant en quoi en fait l'économie est à la fois ce qui a fait le monde moderne et le drame de notre affaire. Je dis clairement, rapidement. Ce que je vous présente là, donc cette petite égalité, cette petite identité remarquable, comme on dit en maths, elle vous dit que quand vous regardez aujourd'hui ce qu'on appelle l'économie, physiquement, vous regardez quelque chose qui peut aussi se regarder sous l'angle de l'énergie, et vous regardez quelque chose qui peut aussi se regarder sous l'angle du CO2. Et à chaque fois que vous prenez une de ces unités de mesure, en fait, vous êtes en train de regarder les mêmes processus, dont je vais vous parler dans pas longtemps, et ça explique pourquoi ces 3 grandeurs, quand vous les regardez depuis quelques décennies, évoluent toutes les 3 à peu près de la même manière. Il ne vous aura pas échappé que ces dernières décennies, l'économie, mesurée par l'indicateur agrégé le plus classique qu'on a l'habitude d'utiliser, qui est le PIB, a augmenté, que les émissions de CO2 ont augmenté et que la quantité d'énergie qu'on utilise a augmenté. Et en fait, quand vous regardez les courbes, les 3 ont augmenté à peu près de la même manière. Alors je vais commencer par le PIB et l'énergie. Vous avez ici un graphique qui vous... je sais pas si ça marche ce truc-là, non ça ne marche pas. Alors, je vais faire ici. Vous avez ici un... Ou alors c'est ça? Ah oui, c'est ça. Vous avez ici, parce qu'on est dans un amphi, on va vous faire un cours. Donc vous avez ici un graphique qui vous représente depuis 1965, qui est ce point-là, jusqu'à 2021, qui est ce point-là. Pour chaque année, la quantité d'énergie utilisée dans le monde, qui est graduée sur cet axe-là, et le PIB mondial, qui est gradué sur cet axe-là. Et vous voyez que si vous faites une régression, je suis sûr que dans cette école, une régression, c'est un mot qui n'a aucun secret pour vous. Hein, j'en vois une qui rigole. Donc vous savez ce que c'est qu'une régression normalement? Eh bien, si vous faites une régression, vous constatez que en première approximation, votre régression, elle a un coefficient de corrélation extrêmement élevé et c'est une quasi-droite que nous avons. Ce qui veut dire que depuis 1965, et en fait même un peu avant, quand on regarde, vous avez autant d'économies dans le monde que nous utilisons d'énergie. C'est ce que j'ai mis par l'égalité PIB égale énergie. Après, on a la deuxième partie de l'égalité qui s'avère également être valable, c'est-à-dire énergie égale CO2. Alors, c'est bis repetita, c'est exactement le même exercice. Le point qui est là, c'est 1965, et après, ploum, 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 on suit le cours de l'histoire jusqu'à 2021 qui est là. Et vous voyez, pour chaque année, la quantité d'énergie qu'on utilise. Alors, j'ai utilisé une unité barbare, mais ça n'a aucune espèce d'importance pour cet exposé. Et là, vous avez la quantité de CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère au titre de l'usage de l'énergie. Et là, vous voyez, vu le coefficient de régression, ce n'est pas une quasi-droite que vous avez, c'est une droite. Alors, vous voyez toute petite inflexion là sur les quelques dernières années, mais vous en avez eu d'autres ici, là. Enfin, bref, en gros, on a une quasi-droite.
Donc, effectivement, on a autant de CO2 qu'on met dans l'atmosphère que d'énergie qu'on utilise. Et alors, du coup, si je combine les deux, je me retrouve avec ce graphique-là qui vous dit que depuis 1965, vous avez à peu près autant de PIB que vous avez de CO2, ou vous avez à peu près autant de CO2 que vous avez de PIB, prenez-le dans le sens que vous voulez. Il suffit d'aller du premier au troisième terme de ma petite égalité que je dis. Question, est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que c'est quelque chose qui est physique ? Est-ce qu'on peut s'en échapper ? Ou est-ce que c'est quelque chose, il va falloir vivre avec, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le CO2 doit ou va partir dans l'autre sens, eh ben, ça va être à peu près pareil pour le PIB. Hein, question. Alors pour répondre à cette question, il faut se demander ce que c'est que l'énergie. C'est ça la façon de rentrer dans le sujet. Alors il y a une première manière de discuter d'énergie qui est extrêmement présente en ce moment, c'est évidemment au travers du prix. L'énergie est de temps en temps, et je dis bien de temps en temps, quelque chose qui s'achète et qui se vend. Mais toute l'énergie dans l'univers n'est pas un bien marchand. Par exemple, vous avez énormément d'énergie qui est dégagée dans la fusion au centre d'Alpha du Centaure, qui est une autre étoile que le Soleil, et manifestement, absolument personne n'achète l'énergie de la fusion au centre d'Alpha du Centaure. Vous avez énormément d'énergie qui est dégagée par le volcanisme en France, quand il y a un volcan qui s'exprime, et manifestement, il n'y a pas quelqu'un qui achète l'énergie du volcan. Donc il y a plein d'énergie qui se manifeste sur Terre, et ce n'est pas nécessairement un processus marchand. Donc l'énergie peut être incluse dans un processus marchand, mais en fait, ce n'est pas nécessairement un processus marchand. Il peut y avoir plein d'énergies qui sont non marchandes. Deuxième manière qu'on a de rentrer dans le débat, c'est de dire qu'il faut économiser l'énergie. Alors en fait, vous allez voir avec la suite de cet exposé que si vous avez, pour tous ceux d'entre vous qui sont en ce moment à Neoma, l'occasion de faire des études longues, c'est justement parce que nous n'avons pas économisé l'énergie depuis 2 siècles. C'est ça qui a amené à libérer plein de temps pour travailler dans un bureau et en particulier faire des études. C'est le fruit de l'abondance énergétique passée. Une troisième manière que nous avons d'aborder l'énergie en ce moment, c'est de parler du futur monde renouvelable vers lequel nous devons aller. Alors, je vais vous en parler dans pas très longtemps. Et en fait, la très bonne manière de rentrer dans l'énergie, je vais commencer par vous en parler maintenant, c'est la quatrième, et la quatrième, c'est celle-ci. Voici la bonne manière de rentrer et de représenter l'énergie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce costume d'Iron Person, pour ne pas genrer mon propos, pour vous parler d'énergie? C'est tout simple. Oui, parce que en fait, ce que je vais vous dire derrière, qu'on mette un homme ou une femme à l'intérieur, ça ne change strictement rien. C'est parce que, en fait, quand vous regardez ce que c'est l'énergie, c'est la nourriture qui permet à des machines de fonctionner. Et ce costume d'Iron Man, il est emblématique de l'ensemble du parc de machines que nous avons sur Terre et qui nous rend les services d'un costume de super-héros. Parce que grâce à ces machines, nous allons pouvoir soulever les charges les plus lourdes. Vous voyez, dans les machines qui nous rendent service aujourd'hui, il y a les grues, il y a les chariots élévateurs, etc. Transporter les charges les plus lourdes sur les plus longues distances, grâce aux bateaux, grâce aux camions, grâce aux trains, grâce parfois aux avions. Nous allons pouvoir voler, donc le rêve d'Icare est devenu une réalité. Nous pouvons voir aussi loin que nous voulons, grâce au télescope et à un certain nombre d'autres instruments. Nous pouvons transformer la matière aussi rapidement et aussi intensément que nous le voulons, grâce aux fours industriels, aux hauts fourneaux, aux laminoirs, à tout ce qui peut étirer, décolleter, aplatir, extruder, etc. Nous pouvons faire des réactions chimiques dans des quantités qui sont absolument faramineuses, etc. Donc en fait, toutes ces machines, qui accessoirement aussi lavent le linge, toutes ces machines nous permettent aujourd'hui de démultiplier la puissance de nos propres organismes par des multiples qui étaient proprement inimaginables pour le français ordinaire d'il y a quelques siècles. C'était juste proprement inimaginable. En fait, si on fait un petit calcul d'ordre de grandeur, j'adore faire des calculs d'ordre de grandeur, si je prends l'ensemble du parc de machines qui fonctionne actuellement sur Terre, à l'instant où je vous parle, là, nourri avec ces croquettes particulières, c'est-à-dire l'énergie qui est essentiellement du pétrole, du gaz et du charbon sur Terre, eh bien, il permet, ce parc de machines, de démultiplier la puissance musculaire de l'humanité par un facteur de plusieurs centaines. Alors, il y a plusieurs manières de traduire ce multiple de quelques centaines que je viens de vous donner. La première manière est de dire, dans un monde qui n'aurait pas de machines, c'est-à-dire si demain matin je supprime instantanément l'approvisionnement énergétique des machines mondiales, je divise instantanément la production de tables, de chaises, de chaussettes, de voitures, de mètres carrés, etc., et de bombes de lac chez L'Oréal par 200.
D'accord? C'est à ça que ça revient. En fait, je le divise même par encore plus que ça, mais par quelques centaines. Si je considère que l'économie mesure toujours la même chose dans ce contexte-là, ça revient à dire que dans un monde que je priverai brusquement d'énergie demain matin, je divise la valeur de la production économique par quelques centaines. D'accord? Une autre manière encore que j'ai de dire la même chose, c'est que dans ce monde-là, je diviserai la productivité du travail par 200. Car ce qui a augmenté la productivité du travail, probablement que dans vos cours d'économie, on vous en parle de la productivité du travail. Oui, on vous en parle, oui ou non? La productivité du travail, je vous la présente, la voici. Elle est là, la productivité du travail. Est-ce que vous pensez qu'un être humain d'aujourd'hui, il s'est pelleté de la terre 200 fois plus efficacement qu'un être humain il y a 2 siècles? Non, il a 2 bras, 2 jambes et il ne pelte pas plus vite. Pourquoi est-ce qu'on dit que la productivité du travail a augmenté? Parce qu'en fait, le travail n'est pas fait par des gens, il est fait par des machines, mais on continue de rapporter la production aux gens. Alors évidemment, c'est une illusion d'optique. La productivité du travail n'augmente absolument pas. Enfin, elle augmente un tout petit peu. Ce qui augmente, c'est le fait qu'on ait adjoint des prothèses mécaniques aux gens qui s'appellent des machines. Et la raison pour laquelle un agriculteur d'aujourd'hui produit 200 fois plus de nourriture qu'un agriculteur d'il y a 2 siècles, c'est pas parce qu'il a 200 paires de jambes et 200 paires de bras. C'est parce qu'il a un tracteur, une usine d'engrais, une usine de phytosanitaires, des silos et des camions. Et c'est pas lui qui produit. C'est les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les usines d'engrais. Lui, il est juste là pour donner des ordres aux machines. Vous voyez, le métier que font l'essentiel des gens sur Terre aujourd'hui, on leur couperait les 2 bras, les 2 jambes, et ils seraient capables de parler à la machine de la même manière, ils feraient le même métier. Moi, je pourrais faire le même métier que je fais aujourd'hui, alors ma vie serait moins drôle, mais si on me coupait les 2 bras, les 2 jambes, la personne qui est en train de me filmer, là, on lui couperait les 2 bras, les 2 jambes, il serait capable de parler à sa caméra avec son cerveau, il ferait le même métier qu'aujourd'hui, etc. Votre directeur, c'est pareil. Donc, je ne lui souhaite pas, hein, mais... Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle un travail n'a plus rien à voir avec ce qu'on appelait un travail il y a 2 siècles. Hein. Ce qu'on appelle un travail aujourd'hui, c'est essentiellement commander un parc de machines. Hein. Et même quand vous travaillez dans l'industrie, vous commandez une machine à commande numérique, vous commandez une ligne de production, et si vous travaillez dans l'industrie pour y faire du contrôle de gestion, vous commandez un ordinateur qui lui-même commande d'autres machines, etc. D'accord ? Tout ça, c'est des machines. Donc en fait, il y a plusieurs manières de représenter ça. Hein. Une autre manière encore qu'on a de représenter ça, c'est qu'un terrien ordinaire, dans un monde sans machines, aurait besoin de plusieurs centaines d'esclaves pour vivre comme aujourd'hui. Ces esclaves seraient attelés devant sa chaise à porteur pour remplacer sa voiture, pédaleraient pour faire fonctionner la machine à laver, seraient attelés, ou je ne sais pas ce qu'ils feraient exactement, parce que le four à 1000 degrés pour faire du ciment, même avec des esclaves, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de machines, et ces machines ont aussi fait la mondialisation qui a permis à Neoma d'exister, car les emplois que vous allez trouver à la sortie de Neoma, dans un monde non mondialisé, n'existeraient pas. Les multinationales n'existeraient pas dans un monde non mondialisé, et donc vos emplois n'existeraient pas. Donc vous êtes au service d'un monde mondialisé sous perfusion énergétique, même si vous pensez que ce n'est pas ça que vous faites quand vous êtes embauché comme consultant financier ou contrôleur de gestion. En fait, c'est quand même ça que vous faites. Vous êtes, comme je suis, comme consultant, des supplétifs d'un parc de machines dans une économie mondialisée. C'est ça la réalité physique. Ça explique pourquoi, je vous ai montré cette courbe tout à l'heure, qui n'est en fait pas une courbe, pas une corrélation, c'est une relation de cause à effet, parce que l'énergie, en fait, c'est le parc de machines en service, et nous avons autant de production physique que nous avons de machines en service. Et tant que le système de prix donne à peu près la même valeur à un objet au cours du temps, je dis bien à peu près la même valeur à un objet au cours du temps, eh bien à ce moment, c'est normal que le PIB soit un objet ou un service dérivé de cet objet. À ce moment, c'est normal que le PIB réponde de façon quasi linéaire à l'approvisionnement énergétique. Ce qui veut dire que la sobriété et la hausse du pouvoir d'achat, dans les discours politiques, c'est une évidence. Dans le monde réel, ça se discute peut-être un peu plus. En tout cas, c'est une question qui mérite examen, me semble-t-il. Ça dépend de ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, mais si c'est le pouvoir d'acheter des trucs matériels, il y a quelques doutes. Ça explique pourquoi l'énergie, on n'a pas du tout eu envie d'en consommer de moins en moins. On a bien eu envie d'en consommer de plus en plus, parce que c'est quand même hachement drôle d'avoir un parc de machines croissant à notre disposition pour pouvoir bientôt aller coloniser Mars. Non, je plaisante. Peut-être que l'urne funéraire d'Elon Musk ira sur Mars.
Donc, vous avez ici la quantité d'énergie que nous utilisons sur Terre depuis 1 siècle et demi. Et vous voyez qu'on en utilise de plus en plus, donc il n'y a absolument pas d'économie à large échelle. Et non seulement on en utilise de plus en plus, mais les énergies que nous utilisons se sont empilées les unes sur les autres au fil du temps. Donc vous voyez, le charbon n'a pas remplacé le bois, le pétrole n'a pas remplacé le charbon, le gaz n'a pas remplacé le pétrole, etc. Toutes les énergies se sont empilées les unes sur les autres, et les nouvelles énergies renouvelables se sont empilées sur le reste à l'échelle mondiale. Donc aujourd'hui, on ne sait pas faire la démonstration que ni le nucléaire ni les nouvelles énergies renouvelables n'ont évité macroscopiquement à l'échelle mondiale des énergies fossiles, parce qu'on a écrit l'histoire qu'une fois, et dans l'histoire qu'on a écrite qu'une fois, tout ça s'est empilé l'un sur l'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, il en soit nécessairement ainsi, mais je dis juste que dans le passé, enfin ou en tout cas jusqu'à maintenant, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Remarquez également un truc que je dis souvent, c'est que vous voyez les nouvelles énergies renouvelables, c'est cette partie rose. L'essentiel de l'approvisionnement, c'est des énergies fossiles. Et la proportion entre les deux n'est pas nécessairement respectée dans le journal. Donc là, il y a une petite règle que je vous propose, à vous les étudiantes et les étudiants. Faites très attention au fait qu'il n'y a jamais le moindre lien entre la pagination d'un sujet dans le journal et son importance dans la vraie vie. Jamais. Donc un article de journal, c'est jamais une source opposable. Quand un article de journal vous parle de quelque chose, remontez à l'information primaire, toujours. L'article de journal n'engage que le journaliste qui a écrit le journal. C'est tout. C'est de l'information de première, de deuxième, de troisième, de cinquième, de dixième, de 15e main. Vous ne savez pas. Et ça explique également pourquoi vous avez cette courbe. Alors cette courbe, en fait, est une covariation. Là, pour le coup, c'est vraiment une corrélation. La cause commune, c'est l'énergie. L'énergie engendrant de façon quasi linéaire à la fois du CO2 et du PIB. Vous avez une covariation linéaire CO2-PIB. C'est une covariation linéaire. Exactement comme l'énergie a engendré à la fois l'augmentation des revenus et les ascenseurs. Et c'est pour ça que vous avez à la fois les divorces et les ascenseurs qui augmentent en même temps. Voilà. Mais c'est une covariation qui vient du même... Oui, les divorces sont augmentés par l'approvisionnement énergétique, puisque quand les ex-conjoints divorcent, vous avez la consommation d'énergie qui augmente de 60%. Il faut doubler les surfaces habitables, il faut doubler la fabrication de tous les objets de la vie courante, les tables, les chaises, la machine à laver, le frigo, etc. Et de temps en temps, dans les mauvais cas de figure, vous rajoutez quelques déplacements pour les enfants. Donc il y a des chercheurs qui ont fait le calcul, c'est plus 60%. On ne divorce pas dans les pays sobres. Donc j'ai un conseil aux jeunes dans la salle, choisissez bien. Le monde renouvelable, avant de savoir si on y va, il y a une certitude, c'est qu'on en est sorti. Le monde renouvelable, alors il n'y a aucun problème à faire un monde renouvelable, ça ne pose strictement aucun problème. À preuve, c'est le monde dans lequel notre espèce a vécu pendant la quasi-totalité de son existence, c'est-à-dire depuis son apparition jusqu'à il y a 2 siècles. Donc faire un monde 100% renouvelable, ça ne pose aucun problème physique. Encore une fois, avoir des êtres humains dans un monde 100% renouvelable ne pose strictement aucun problème physique. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est possible, dans un monde 100% renouvelable, de garder 8 milliards d'individus avec 60 ans ou 70 ans d'espérance de vie à la naissance, avec une voiture par ménage, on a 40 millions de voitures particulières en France, avec 600 000 poids lourds dans ce pays, avec du chocolat et du cacao, et du café qui viennent de l'autre bout de la planète au petit déjeuner, etc. Voilà, c'est ça les questions qu'on a. Est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qu'il est possible de garder dans ce monde-là et qu'est-ce qu'il n'est pas possible de garder ? Et tous les travaux qui vous disent « frisous les moustaches, on va tout garder de façon absolument certaine », dans ce monde-là, personnellement, j'ai quelques doutes. Je pense que c'est aller un peu vite à la conclusion et mon sentiment, c'est qu'on va devoir faire un tri et on va devoir faire une hiérarchie des renoncements dans ce monde-là parce qu'on ne gardera pas tout. La raison, elle est essentiellement physique. Alors, je vais essayer de vous l'illustrer. Imaginons qu'on prenne un cube d'air qui fait 10 mètres de côté. Alors, 10 mètres de côté, c'est pas très loin d'être en ordre de grandeur le volume d'air de cette salle, probablement un peu plus.
Et imaginons que ce cube d'air, je le propulse à 80 km/h, ce qui est un très bon vent, hein, c'est un bon Mistral, s'il y a des étudiants ici qui viennent du sud, et s'il y a des voileux dans la salle, c'est 45 nœuds, donc en général, vous êtes plutôt au port à vous siffler des coups qu'en train de faire le zazou sur un bateau. Et donc je le mets à 80 km/h dans une éolienne. Eh bien, la quantité d'énergie que je vais récupérer de cette éolienne en faisant passer ce gros cube d'air dedans, c'est la même que celle que j'ai dans la combustion de la tête de cette télécommande en pétrole. Pas plus. On comprend assez facilement avec cet exemple, et si mon vent soufflait à 40 km/h, ce qui est déjà beaucoup plus fréquent, je diviserais par 8 les 3 millilitres de pétrole. Hein, parce que la quantité d'énergie produite par une éolienne est proportionnelle au cube du vent. Donc je diviserais par 8 et je n'aurais pas 3 millilitres, j'aurais moins d'un demi-millilitre de pétrole. On comprend bien avec cet exemple que la raison pour laquelle on est passé des énergies renouvelables aux énergies fossiles, c'est l'extraordinaire densité énergétique des combustibles fossiles comparée aux énergies renouvelables. Alors j'aurais pu prendre l'exemple de la lumière du soleil, c'est pareil, il en tombe beaucoup sur Terre, mais beaucoup moins par mètre carré que ce que vous pouvez avoir comme densité avec le pétrole. Et c'est pareil avec la biomasse. Tout ça, c'est des énergies qui demandent de l'espace. C'est pour ça que les pays qui encore aujourd'hui ont un approvisionnement renouvelable très important, c'est des pays qui ont beaucoup de relief pour les barrages et beaucoup d'espace pour la biomasse. C'est grâce à ça qu'ils vont avoir un très fort... La Norvège, la Suède, etc. sont des pays qui ont peu d'habitants sur beaucoup de surface, avec beaucoup de montagnes et beaucoup de bois. Voilà, en première approximation, comme ça marche bien. Si on n'est pas dans cette configuration, c'est beaucoup plus compliqué. Ça se traduit également dans les coûts. Et vous allez voir que quand on parle de coût, déjà, on parle d'un truc qui est déjà un peu plus dangereux. Aujourd'hui, si vous prenez un kilowattheure éolien, il sort entre 4 et 8 centimes hein, à peu près. Mais à ce prix-là, vous avez une conférence s'il y a du vent, et s'il n'y a pas de vent, vous n'avez pas de conférence. Hein. Et donc, vous avez un train qui m'amène de Paris, s'il y a du vent, et s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de train qui m'amène de Paris. Donc, à ce prix-là, vous avez une société dans laquelle l'énergie n'est pas nécessairement disponible à la demande, et donc on ne peut pas bâtir une société basée sur les horaires, ce qui est pourtant la façon dont nous sommes organisés aujourd'hui, et on considère que c'est normal. Quand vous prenez un rendez-vous sur Doctolib pendant 15 jours, Doctolib ne vous dit pas le rendez-vous sera honoré s'il y a du vent. Quand vous allez en cours, ici, on ne vous dit pas le cours aura lieu s'il y a du vent. Et quand vous allez à une soirée étudiante, ce qui vous intéresse beaucoup plus que le cours, on ne vous dit pas la soirée aura lieu s'il y a du vent. D'accord ? Donc notre société aujourd'hui n'est absolument pas basée sur l'aléa. Ça a été le cas pendant très longtemps. Hein. Pendant très longtemps, les sociétés humaines intégraient l'aléa comme un truc normal. Hein. On était très fatalistes. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On entend vivre dans un monde qui est prévisible, parce que c'est comme ça qu'on est organisé, et les horaires de la SNCF ne disent pas, sous réserve, c'est un peu sous réserve que les cheminots ne fassent pas grève, à partir de demain ils vont le faire, mais c'est sous réserve qu'il y ait du vent, ça n'existe pas. Voilà, bon. Et nulle part, d'accord, encore une fois, nulle part, Amazon ne vous dit pas, je vous livrerai sous réserve qu'il y ait du vent, ça serait plutôt une bonne chose, mais voilà. Donc on est passé dans une société prévisible, ce qui veut dire que la bonne manière de comparer les prix, c'est pas tellement ça, c'est en rajoutant la fonction de stockage qui permet d'avoir l'énergie quand nous, on a décidé d'avoir le cours, d'avoir la soirée, d'aller chez le dentiste, le moins souvent possible quand même, ou de se faire la cuisine. D'accord ? C'est à ce moment-là qu'on veut avoir l'énergie. Et à ce moment, il faut avoir un système dit pilotable. Le pétrole, il est pilotable par nature. C'est-à-dire qu'au moment où vous sortez votre pétrole du sol, vous avez déjà un stock et vous vous en servez quand vous voulez. Donc la voiture qui m'a amené ici, qui est en plus une voiture à pétrole, je crois, très mal, eh bien, c'est au moment où je devais venir ici, on appuie sur l'accélérateur, la voiture avance, donc il y a déjà une fonction de stock hein, dans un hydrocarbure liquide. Dans l'électricité qui vient du vent, il n'y a pas la fonction de stock, il faut la rajouter. Donc si vous la rajoutez, le prix n'est plus le même, hein, le prix augmente de manière extrêmement significative. Le kilowattheure qui comprend déjà sa fonction de stock, le kilowattheure de carburant fossile sorti du désert saoudien ou sorti du désert qatari, c'est pour ça qu'on aime beaucoup les Qataris, eh bien, au moment où il sort, son coût technique, donc je ne vous parle pas des rentes perçues par l'État producteur, je ne vous parle pas des taxes perçues par l'État consommateur, je vous parle juste du coût technique d'extraction, c'est-à-dire la même chose que le coût technique d'extraction du kilowattheure issu du vent, hein, c'est une fraction de centime. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de 50 fois moins que ce que nous avons avec un kilowattheure de vent. Et cette différence, la première raison à cette différence, c'est tout simplement la physique. C'est que 1 mètre cube d'air, ça pèse 1,2 kg, que E égale 1,5 de mV2,
Et donc, que dans 1 mètre cube d'air qui va se déplacer dans une éolienne, vous n'avez pas beaucoup d'énergie cinétique. Alors que dans 1 litre de pétrole, vous avez 10 kWh, et donc vous avez une énorme densité d'énergie dans ce litre de pétrole. Voilà. Et ça se traduit à l'arrivée par la facilité que vous avez à extraire de l'énergie de l'environnement, qui est beaucoup plus importante dans le cas des hydrocarbures que dans le cas du vent. C'est juste physique. Et par ailleurs, aujourd'hui, l'éolienne, elle est fabriquée avec des combustibles fossiles, puisque nous avons besoin de charbon pour faire le mât qui est en acier. Nous avons besoin de pétrole pour faire toute la chimie organique qui va irriguer tous les secteurs industriels, quels qu'ils soient. Il n'y a pas un secteur industriel aujourd'hui qui n'utilise pas des produits chimiques pour fabriquer vos vêtements, vos lunettes, les chaises et la sono qui va servir à la soirée. Tout ça est fait avec de la pétrochimie. Et enfin, et puis ça sert également au transport intermédiaire. Et enfin, vous avez également besoin d'un combustible fossile, n'importe lequel, pour faire le plot en béton qui va servir à stabiliser l'éolienne. Dans un monde dans lequel nous sommes devenus 100% renouvelables, tout ça n'existe plus. Donc il faut que les engins de mine fonctionnent à l'énergie renouvelable, que la métallurgie amont soit faite à l'énergie renouvelable, que tous les transports mondiaux soient faits à l'énergie renouvelable, que les transports terrestres soient faits à l'énergie renouvelable, que les grues pour ériger les éoliennes fonctionnent à l'énergie renouvelable, qu'elles soient elles-mêmes faites avec des énergies renouvelables, que le ciment soit fait avec une énergie renouvelable. Du reste, il n'y aura plus de ciment parce que faire du ciment, ça émet du CO2. Enfin voilà, donc dans un monde où on est 100% neutre en carbone et où tout ça disparaît, est-ce que le coût de mon kilowattheure éolien reste le même? Qui pense que oui? Qui pense que non? C'est comme dans les assemblées de copropriétaires. Et donc tous les autres n'ont pas d'avis. C'est comme ça qu'on adopte les résolutions aussi dans les assemblées de copropriétaires. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, la seule chose dont on ait fait la démonstration, alors c'est une démonstration intéressante et importante, mais c'est quand même juste ça dont on a fait la démonstration. On a fait la démonstration que dans un monde qui consommait de plus en plus d'énergie fossile, on a réussi à se procurer de plus en plus facilement des éoliennes, des panneaux solaires et des méthaniseurs. Question, qu'est-ce qu'on réussit, qu'est-ce qu'on continue à avoir facilement dans un monde qui a de moins en moins d'énergie fossile? Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui font de la prospective énergétique se sont jamais posé la question de l'évolution de la productivité du travail dans un monde avec de moins en moins d'énergie fossile. Du reste, même le scénario négawatt, il contient de la croissance. Il imagine que la productivité du travail continue d'augmenter. Personnellement, j'ai des doutes. Je pense que dans un monde avec de moins en moins d'énergie, la productivité du travail va baisser. Et donc, n'importe quoi va coûter plus cher, y compris les éoliennes. Et la question, c'est comme on ne pourra pas se payer de tout plus cher, eh bien, comment est-ce qu'on va arbitrer nos choix? Voilà. Ça, aujourd'hui, le cahier des charges, il n'existe pas dans la réflexion collective. On essaye de l'avoir un tout petit peu au Shift Project, encore que nous, on essaye surtout de raisonner autrement qu'en euros. Et ça explique ce que je viens de vous dire, pourquoi ça fait 2 siècles, encore une fois, qu'on passe notre temps à se débarrasser des énergies renouvelables. Donc on avait une marine renouvelable, vous voyez, avec du coton ou du lin renouvelable pour faire les voiles, du bois renouvelable pour faire les mâts, des marins renouvelés quand ils mouraient du scorbut, là, et une coque en bois renouvelable, et tout ça navigue sur la mer. Et on s'est mis à avoir une marine fossile qu'on considère comme étant beaucoup plus efficace. On avait des transports terrestres renouvelables, et on s'est mis à avoir des transports terrestres fossiles qu'on considère comme étant beaucoup plus, voilà, grâce auxquels vous pouvez avoir vos livraisons du Black Friday le lendemain, parce qu'avec ça, c'est plus compliqué. On avait des travaux publics pour faire passer les carrioles renouvelables, et aujourd'hui, pour faire passer les camions, on a des travaux publics fossiles qui sont évidemment beaucoup plus efficaces. On avait une construction renouvelable, ce grâce à quoi Notre-Dame a pris 2 siècles en version 1. En version 2, Macron a dit qu'en 5 ans, ça serait plié. Nous avons désormais une construction fossile grâce à laquelle vous pouvez devenir contrôleur de gestion chez Vinci ou chez Bouygues. En fait, quand vous êtes contrôleur de gestion chez Vinci ou chez Bouygues, vous êtes au service des machines. C'est les machines qui construisent. Hein. Vous avez évidemment des compagnons sur le chantier, mais vous avez essentiellement des machines qui produisent. Vous êtes au service des cimenteries, des aciéries et des grues, hein, essentiellement. Nous avions une industrie parfaitement renouvelable. Vous avez ici un moulin à eau avec une roue à aube en bois renouvelable. Nous avons aujourd'hui une industrie parfaitement fossile qui nous fait des milliards de références, je dis bien des milliards de références diverses, grâce à quoi on a besoin de consultants et de contrôleurs de gestion pour gérer cette complexité, sinon on ne s'en sort pas.
Bref, l'histoire des 19e et des 20e siècles, donc de là où nous venons, c'est que nous avons sur Terre des poches de soleil anciens, comme dit très joliment Yann Arthus Bertrand, c'est-à-dire des combustibles fossiles. Alors pourquoi fossiles? Tout simplement parce que c'est des fossiles. Le pétrole et le gaz, c'est des restes de vie ancienne, c'est des restes de plancton et de microalgues qui ont vécu dans l'océan n'importe quand entre il y a 5 et il y a 400 millions d'années, et qui derrière sont pour partie tombés sur le plancher océanique, se sont fait enfouir sous terre par la tectonique des plaques, se sont fait gentiment cuire par la géothermie pendant quelques millions ou dizaines de millions d'années. Tout ça nous a produit du pétrole et du gaz qui ont migré dans des roches poreuses, du calcaire, de la craie, du grès, du sable, etc. Et ça nous a donné les gisements de pétrole. Et tout ça, c'est gratuit, puisque personne dans cette salle n'a payé 1 centime pour qu'il existe du plancton, que la géothermie, enfin que la tectonique des plaques l'ait enfoui sous terre, que la géothermie, etc., et que les poches de pétrole se soient créées. Donc le vent et le soleil sont gratuits. Oui, le pétrole est tout aussi gratuit. En fait, toute l'économie que vous apprenez dans cette école postule que l'ensemble de la planète est gratuite, puisque vous ne voyez nulle part dans les équations économiques que vous allez manipuler quelque chose pour la création des atomes de cuivre, la création des atomes de fer et la création des atomes de carbone. On est d'accord? Est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, d'où vient l'or? D'où vient l'or? Exactement, des étoiles. Ou plus exactement, de la première génération d'étoiles qui a précédé le Soleil. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces générations d'étoiles? Donc après le Big Bang, vous avez une grande soupe de protons dans l'univers, et ces protons s'organisent s'agglutinent et créent la première génération d'étoiles. Dans cette première génération d'étoiles, vous allez avoir de la fusion. Donc à partir de ces protons, vous allez voir apparaître de l'hélium, puis ensuite vous allez avoir de la fusion d'éléments ça va vous faire apparaître des trucs de plus en plus lourds, du bore, du carbone, de l'oxygène, etc. Et sauf qu'au fer, ça s'arrête, parce que au-delà du fer, la fusion ne dégage pas d'énergie, elle en consomme. Donc votre étoile, elle crée tous les éléments jusqu'au fer, mais l'or est un élément qui est avec un numéro atomique plus important que le fer. Au moment où votre étoile arrive en fin de vie, certaines d'entre elles se transforment en supernova. Vous savez, supernova, c'est une explosion stellaire, et à ce moment, les températures atteignent des niveaux tels que tous les éléments qui sont compris entre le fer et l'or vont se créer dans cette explosion. Entre le fer et l'uranium, pardon, vont se créer dans cette explosion. Puis c'est dispersé dans l'espace. Et ces poussières vont s'agglutiner autour de la deuxième génération d'étoiles qui se crée. C'est comme ça que se crée la planète Terre, avec dessus les 92 éléments du tableau de Mendeleïev, arrangés de plein de sortes de manières différentes. Ça s'appelle des ressources naturelles. Et notre activité productive consiste à aller chercher ces ressources naturelles dans l'environnement, à réarranger les atomes d'une autre manière pour faire des ciseaux et des smartphones ou regarder Kim Kardashian. Mais c'est uniquement une activité de transformation où on aura pris dans l'environnement des ressources naturelles pour en faire autre chose. Ces ressources sont apparues gratuitement dans l'environnement, toutes autant qu'elles sont, y compris le pétrole. Donc ces combustibles fossiles sont gratuits, vont nous permettre, via les machines, de transformer tout le reste de ce qui nous tombe sous la main, qui est tout aussi gratuit. Donc dans toutes les équations économiques que vous manipulez et que je manipule toute la journée, puisque comme chef d'entreprise, enfin comme co-chef d'entreprise, on est 3 à diriger Carbone 4, je manipule aussi des comptes, et donc dans les comptes, il n'y a pas plus ce que je vais vous raconter que dans l'économie que vous apprenez. Mais dans l'économie que vous apprenez, il n'y a nulle part de dotation aux amortissements à chaque fois qu'il y a des ressources naturelles qui sont consommées dans un processus de transformation. Vous n'avez pas de dotation aux amortissements pour diminution des stocks résiduels dans les mines de cuivre, dans les mines de tungstène, dans les mines de chrome et dans les réservoirs de pétrole. D'accord ? Et vous n'avez pas de provision pour risque pour les perturbations futures à venir. D'accord ? Donc notre système de prix, il est extrêmement partiel et assez largement aveugle sur les problèmes qui nous attendent. Il n'est pas fait pour ça. Donc ces combustibles gratuits vont nous permettre, grâce aux ressources gratuites, et aux hommes payants, c'est la seule chose qui est payante dans cette histoire, des salaires et des rentes, c'est les hommes, de faire la totalité des produits que nous trouvons aujourd'hui. Et le fait d'avoir mis les machines au travail à notre place a également, alors je n'ai pas le temps de vous le dire ce soir, mais c'est dans l'excellente BD dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça a tout déformé dans le monde qui nous entoure.
Donc déjà, on a supprimé les agriculteurs, on n'en avait plus besoin, on les a remplacés par des tracteurs. Et les betteraves sont aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, plantées par des tracteurs, récoltées par des tracteurs, transportées par des tracteurs, transformées par des machines, etc. Les gens là-dedans, ils servent juste à donner des ordres aux machines. Si on devait revenir à la culture de la betterave à la main, je pense que la bioéconomie ne ressemblerait pas exactement à ce que vous avez en tête. Comme on a dégagé du temps, on peut étudier de façon longue, on peut prendre notre retraite. Il n'y avait pas de retraite il y a 2 siècles. Hein. Les premières retraites, je crois, en France sont apparues pour les corsaires, sauf erreur de ma part, qui en général, c'est une profession un peu risquée. Donc, on ne prenait pas de grands risques à promettre la retraite à 65 ans pour les corsaires. Ça risquait pas de grever de beaucoup les finances de l'État. La mondialisation, qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Des bateaux et des camions. Donc, c'est l'énergie abondante. La tertiarisation de l'emploi. Pourquoi est-ce que l'emploi se tertiarise quand l'énergie abondante arrive? Parce que comme on met les machines au boulot à la fois dans l'agriculture puis dans l'industrie, qu'est-ce qu'on a à faire nous? Juste, on gère la complexité du monde dans des bureaux. Voilà, c'est ça qu'on fait. Donc les emplois tertiaires, c'est des emplois où on gère les flux physiques faramineux qu'on a créés grâce au parc de machines. Il faut les financer, les banques et les assurances. Il faut les vendre, les vendeurs. Il faut apprendre à les faire, il faut apprendre à faire fonctionner les machines et apprendre à faire les machines, l'enseignement. Il faut apprendre à gérer les machines, l'enseignement de l'économie, etc. Tout ça, c'est des fonctions tertiaires. Regardez à quoi ressemblait le monde quand il était sobre en énergie il y a 3 siècles en Occident. Regardez à quoi ressemble le monde encore sobre en énergie aujourd'hui dans un certain nombre de pays dans le monde. Vous n'avez pas des armées d'employés de bureau et vous n'avez pas des études longues et vous n'avez pas des retraites pour tout le monde. Hein? Tout ça, c'est le fruit de l'abondance énergétique. Autre chose qui est le fruit de l'abondance énergétique, c'est l'égalisation des conditions entre les hommes et les femmes, parce que l'abondance énergétique a fait terriblement baisser la mortalité infantile, ce qui était quand même quelque chose qui était générateur d'énormément de grossesses chez les femmes et donc d'une espèce de handicap permanent, j'ai envie de dire. Ça a permis d'alléger de façon considérable les soins aux enfants, les couches jetables, la machine à laver, etc. On a externalisé une partie des fonctions domestiques, les plats préparés tout prêts, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Et la tertiarisation de l'emploi a rendu sans importance les différentiels de force physique. Aucune espèce d'importance d'avoir un différentiel de force physique pour les emplois de bureau. Donc en fait, quand vous regardez bien l'essentiel des revendications et des avancées sociales, qu'il s'agisse des 35 heures, des congés payés, etc., des retraites, en fait, vous allez trouver les machines planquées derrière pour à peu près la totalité de ce que nous avons vécu. C'est également pour ça qu'on a mis tous les gens en ville. Le Grand Reims, il y a 1 millier d'années, c'était un tout petit Reims. Un tout petit Reims. Est-ce que vous savez quelle était la taille de Lutèce à l'époque de l'Empire romain? Oui, c'est ça. À peu près 10 000 habitants. Pourquoi est-ce que Lutèce était si petit à cette époque-là? Parce que la première chose dont vous avez besoin en ville, c'est de manger, juste après boire, en ce qui concerne les étudiants. Donc la première chose dont vous avez besoin, c'est de manger. Et le surplus agricole, à l'époque, la nourriture qui était disponible dans une ville, il y a très longtemps, c'était le surplus agricole qu'on pouvait dégager dans un disque dont le rayon était quelques jours de marche à pied ou quelques jours de trajet en charrette à bœuf. Et ça ne faisait pas beaucoup de surplus agricole parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de machines, pas d'engrais, pas de phytosanitaires. Et par ailleurs, en quelques jours de marche à pied ou de charrette à bœuf, on n'allait pas très loin. Les grandes villes sont le produit de l'énergie abondante. Ce qui veut dire que dans un monde très sobre en énergie, le Grand Reims sera un plus petit Reims. Le Grand Paris sera un encore plus petit Paris. L'Île-de-France a 10 millions d'habitants. Personnellement, je pense que ça ne flotte pas dans un monde en très forte contraction énergétique. Voilà. Ce qui est un tout petit sujet. Là aussi, je ne vois pas beaucoup les gens se pencher sur ce genre de questions dans les agences d'urbanisme. Je vais parler sous le contrôle des gens compétents ici, mais enfin, je pense que la dépendance physique des tissus urbains aux transports longue distance qui permettent d'amener la nourriture, les vêtements, tous les produits qu'on va pouvoir utiliser en ville, d'évacuer les déchets et surtout de faire vivre un monde de machines qui justifie des emplois tertiaires, je pense qu'à peu près personne, dans aucune agence urbanisme dans ce pays ni ailleurs, ne se pose la question de savoir à quoi ressemble la forme urbaine dans un siècle, dans un monde qui a considérablement moins d'énergie qu'aujourd'hui. C'est un non-sujet absolu et les élus continuent à accorder des permis de construire, des permis de construire dans des zones où je ne sais pas ce que les gens feront dans 50 ans.
Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Et peut-être même avant. Voilà, donc on a fait, et plus les gens ont eu beaucoup d'énergie dans le pays, et plus ils ont eu rapidement des voitures, et plus on a étalé les banlieues, par exemple. C'est-à-dire que les Européens qui ont démarré leur ville avant l'énergie abondante, ils ont tous des cœurs de ville denses. Parce qu'à cette époque-là, quand vous aviez que vos pieds pour vous déplacer, eh bien la forme de la ville la plus dense qui soit, en gros, c'est le Paris haussmannien, c'est-à-dire c'est du R+4 ou du R+5, où les gens sont tassés les uns contre les autres. C'est ce que vous faites de plus dense. Quand les gens ont démarré leur ville avec une bagnole, ça s'appelle Los Angeles. Donc si vous allez à Los Angeles et que vous cherchez le centre-ville, on vous regarde comme si vous parliez grec, on vous demande de quoi vous parlez. Ça n'existe pas. D'accord ? C'est-à-dire un endroit qui serait... Il y a un downtown, où il y a effectivement un quartier d'affaires, mais un endroit qui serait plus dense qu'ailleurs parce qu'on aurait démarré la construction de la ville il y a longtemps, non, ça n'existe pas. Je vous l'ai dit, on a l'habitude de mesurer ça essentiellement sous l'angle économique, et ce faisant, on restreint très fortement son champ de vision parce qu'on ne voit pas les flux physiques sous-jacents. Alors cette affaire-là, dans un monde sans limite, ne vaudrait pas la conférence que je suis en train de vous faire, on s'en foutrait complètement, on serait passé directement à la soirée dansante. Dans un monde avec limites, il y a quelques limites, en fait il y a énormément de limites qui vont se charger de freiner ces flux physiques et donc de déstabiliser la construction économique et sociale que nous avons bâtie par-dessus. On a déjà une première pédale de frein qu'il va falloir actionner et qui va s'actionner toute seule sinon, qui est la question du réchauffement climatique. Mais on en a d'autres. On a une pédale de frein sur l'approvisionnement amont, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'on peut avoir de plus en plus d'hydrocarbures qui sortent du sol. Et en fait, vous allez voir qu'en ce qui concerne les Européens, cette question est déjà résolue. La question, elle est déjà répondue, comme disait l'autre. Et il y a un troisième sujet, alors qui n'est pas abordé dans la BD dont je vous ai parlé et que je n'aborde pas ce soir, mais qui est également quelque chose d'important, c'est la pression sur la biodiversité, parce que les ressources vivantes nous servent également. C'est la pression sur les minerais métalliques et non métalliques. Par exemple, dès à présent, aujourd'hui, pour faire le Grand Paris, on commence à avoir besoin de matériaux de carrière qui viennent de très loin, parce que les carrières franciliennes commencent à plus être suffisantes. On commence à aller pomper du sable dans certaines baies bretonnes parce qu'on n'a plus assez de sable sur Terre. Donc on va aller déstabiliser les écosystèmes marins pour ça. Et pour vous donner juste une indication sur le cuivre, vous savez que le cuivre est un métal qui est très utilisé dans les systèmes électriques. Il y a un warning qui a été sorti il y a maintenant peu de temps par l'Agence internationale de l'énergie qui a dit que la quantité totale de cuivre sortant des mines actuellement en exploitation ou en développement, une mine en développement, c'est une mine où les infrastructures de production sont en cours de construction. C'est les projets où on a décidé d'y aller. Eh bien, la production de cuivre qui sort de l'ensemble de ces mines devrait passer par un pic dans les 2 à 3 ans qui viennent. Bon, alors si c'est effectivement ce qui va se passer, ça veut dire que ce que je vous évoquais tout à l'heure sur mes éoliennes, mes panneaux solaires, mes circuits électriques et les voitures électriques dans lesquelles j'ai 80 kg de cuivre par voiture, est-ce que j'en fais de plus en plus? Est-ce que j'en fais de moins en moins? Est-ce que j'en fais de plus en plus en faisant de moins en moins d'autres choses? Est-ce que le prix devient transitoirement tellement n'importe quoi qu'aucun industriel n'investit? Voilà, toutes ces questions-là sont sur la table et pour le moment, peu de gens se les posent. Voilà. Donc ça, c'est juste le cuivre. Je vais vous parler très rapidement de ces deux trucs-là avant de passer aux questions. Alors, en ce qui concerne le réchauffement climatique, je ne vais pas vous faire toute la liste des conséquences parce que là, vous seriez franchement déprimés. Retenez jusqu'à 2 degrés quand même, histoire de vous déprimer, qui est l'objectif politique que nous avons aujourd'hui. À 2 degrés, vous avez entre 1 et 2 milliards d'individus sur Terre, je dis bien entre 1 et 2 milliards d'individus sur Terre, qui vivent dans des zones où plus de la moitié de l'année, il n'est pas possible de sortir sans risquer sa peau. C'est tous les gens qui vivent dans la bande équatoriale, où il fera, plus exactement, une grande partie de l'année, où il y aura une grande partie de l'année une température de l'air qui sera au-dessus de la température de la peau et un air saturé d'humidité, de telle sorte que si vous sortez dehors, vous serez en contact avec un air plus chaud que votre corps, plus chaud que votre peau. Et par ailleurs, vous ne pourrez pas refroidir votre corps en transpirant, c'est-à-dire en évaporant de l'eau à partir de votre peau, puisque l'air étant saturé d'humidité, il ne sera pas possible de rajouter de la vapeur d'eau dedans. Donc en gros, on aura transformé ces zones-là en une espèce de hammam permanent. Et si vous vous aventurez à l'extérieur plus de quelques heures, même une personne en bonne santé court le risque d'y laisser sa peau. 1 à 2 milliards d'individus sont potentiellement concernés dans un monde qui se réchauffe de 2 degrés. 2 degrés, l'objectif politique. Dans un monde à 2 degrés, la quasi-totalité des coraux tropicaux sont morts.
il y en a déjà 15% qui sont morts aujourd'hui. Dans un monde à 2 degrés, les forêts, enfin les espèces végétales que nous avons aujourd'hui dans les forêts, il y en a en gros la moitié qui sont mortes. Donc la moitié des forêts françaises des forêts françaises d'aujourd'hui sont mortes. Dans un monde à 2 degrés, le pourtour du bassin méditerranéen perd 20% d'humidité des sols et ça va commencer à poser des problèmes très sérieux de stress hydrique sur à la fois les écosystèmes et la production agricole. Dans un monde à 2 degrés, nous avons probablement déclenché l'instabilité sur l'Antarctique de l'Ouest. L'Antarctique de l'Ouest, c'est la partie de l'Antarctique qui est en face du Chili. Là, vous savez, cette espèce de partie qui, quand on regarde les cartes, est toujours placée sur la gauche. Une espèce de la petite calotte, là. Alors, l'Antarctique de l'Ouest, c'est un château de cartes de glaciers, de gros glaciers, qui sont arc-boutés les uns contre les autres. C'est comme ça que l'ensemble est stabilisé. Et cet ensemble de glaciers est posé sur un socle rocheux qui est sous-marin. Comme le socle rocheux est sous la mer, si la mer se réchauffe, ça vient grignoter par le bas, de façon accélérée, les éléments, les glaciers stabilisateurs de cette calotte. Et à partir du moment où l'instabilité se déclenche, c'est-à-dire que les glaciers stabilisateurs eux-mêmes commencent à se désagréger, l'ensemble de la calotte peut fiche le camp dans l'océan et se transformer en iceberg en quelques décennies ou un peu plus d'un siècle. Bon. À 2 degrés, on déclenche probablement cette instabilité et il y en a pour quelques mètres d'eau en plus dans l'océan mondial partout dans le monde. Voilà, il y a d'autres... Ça, c'est les blagues qu'on connaît et il y en a plein qu'on ne connaît pas. Parce que comme on fait une expérience pour la première fois, vous savez qu'une expérience qu'on fait pour la première fois, c'est très très rare qu'on ait la capacité de tout prévoir à l'avance dans les résultats de l'expérience. Donc ce qui va se passer avec le réchauffement climatique, c'est qu'à mesure que le temps passera, on aura des surprises mauvaises, de plus en plus amples et de plus en plus fréquentes. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Ça ne va pas du tout arriver de manière continue, les conséquences du réchauffement climatique. Il y aura de temps en temps la différence entre lundi et mardi. Exactement comme Poutine, voilà, c'est le même genre de truc. Alors si on ne veut pas jouer trop méchamment avec le feu, c'est quoi le cahier des charges? Vous avez ici un graphique qui est issu du dernier rapport du GIEC et qui vous donne le réchauffement planétaire que nous obtenons en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Alors pourquoi la quantité totale? Vous pourriez me dire, une fois qu'on met du CO2, il y en a une partie qui ressort, donc en fait, c'est pas la quantité totale qui compte. Alors en fait, si, parce que le CO2 étant un oxyde, dioxyde de carbone, c'est une espèce chimiquement stable, et le CO2, tant qu'il est au milieu de l'atmosphère, il est éternel. D'accord ? Il n'a pas de processus d'épuration spontanée dans l'atmosphère. Donc il s'y accumule. Pour qu'il ressorte de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol, où là, il va soit se dissoudre dans l'océan, c'est un phénomène de vase communicant, soit il va être repris par la végétation. Et dans les deux cas de figure, c'est une reprise qui ne peut pas être perpétuelle. Une fois qu'il n'y a plus de place dans l'océan pour reprendre du CO2, ça s'arrête. Et une fois que la végétation s'est arrêtée de croître, si tant est qu'elle croisse, parce que pour le moment elle diminue, il y a de la déforestation, ça s'arrête aussi. Donc c'est un phénomène lent et c'est un phénomène au contact du sol. Du coup, tout ce qui compte, c'est la quantité totale de CO2 qu'on émet. Alors à fin 2022, l'humanité avait émis 2400 milliards de tonnes de CO2, dont vous voyez la décomposition ici. C'est d'abord du charbon, ensuite de la déforestation, ensuite du pétrole, ensuite du gaz. Et du coup, la température s'est réchauffée d'à peu près 1,2 degré. Vous en avez déjà entendu parler, hein, c'est les 1,2 degrés de réchauffement qu'on a déjà aujourd'hui, qui nous ont donné déjà la canicule qu'on a eue l'été dernier, la canicule que les Canadiens ont eue l'année d'avant, la canicule qu'il y a eu en Chine l'été dernier, le stress, etc., la canicule que le Pakistan a connue l'été dernier, puis les inondations monstrueuses de moussons que le Pakistan a connues juste après. Voilà, tout ça, c'est 1,2 degré. Si on veut se limiter à 1,5 degré, donc la version ambitieuse de l'accord de Paris, à ce moment, nous devons limiter les émissions cumulées d'ici à 2100, puisque c'est 1,5 degré en 2100. On doit limiter les émissions cumulées d'ici à 2100 à 3000 milliards de tonnes. Et comme vous êtes des comptables distingués dans cette école, vous faites comme moi le calcul, 3000 moins 2400, ça veut dire qu'il en reste 600 à émettre. On est d'accord ? Ce qui veut dire que sur les 80 ans qui restent jusqu'en 2100, pour satisfaire à l'accord de Paris, il faut émettre un quart de ce qu'on a émis sur le siècle qui vient de s'écouler, avec une population qui est en moyenne 3 fois supérieure. Donc divisé par 4, divisé par 3, ça veut dire qu'un être humain qui naît aujourd'hui, il a le droit, sa vie durant, à 1/10, pour donner un chiffre rond, des émissions que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui
ont eu pendant leur vie. C'est ça que ça veut dire. Si on part sur les 2 degrés, et vous avez entendu tout à l'heure ce qu'on a déjà comme conséquence à 2 degrés, eh bien, on fait le même genre de règle de 3, on a droit à 3600 milliards de tonnes, dont 2400 ont déjà été émises, il en reste 1200, je refais le calcul, et mon bébé a droit au 5e des émissions de ses grands-parents. Une autre manière de dire la même chose, c'est que si je veux respecter les 2 degrés, il faut que les émissions planétaires baissent de 5% par an à partir de maintenant, tous les ans, de telle sorte qu'elles soient divisées par au moins 3 d'ici à 2050. Alors l'Europe a dit, nous, neutre, mais enfin, neutre, c'est encore plus fort que divisé par 3. Donc on va déjà commencer par regarder divisé par 3. Bien, divisé par 3, c'est une baisse de 5% par an. Il se trouve que 5%, c'est la baisse qu'on a eue l'année du Covid, en 2020, ce qui vous a sûrement laissé d'excellents souvenirs, Claque Murray, vous étiez dans vos chambres. Eh bien, il faudrait, si on veut respecter l'accord de Paris, un Covid supplémentaire par an. Donc après le Covid, on ne remet pas le système dans l'état pré-Covid, on le laisse là où il est, puis on prend une deuxième couche, deuxième Covid, en plus. D'accord ? Puis, donc les gens qu'on n'avait pas confinés, on les confine en plus. Puis la fois d'après, l'année d'après, on en reconfine encore en plus de ceux qui étaient... Voilà, c'est ça qu'il faut faire tous les ans, 5% de baisse, si on veut respecter l'accord de Paris. Alors, vous serez d'accord avec moi que pour le moment, comme disait un certain personnage de Queneau dans Zazie dans le métro, savoir Zazie, c'est tu causes. C'est ce qu'on fait pour le moment. Hein. Et on n'est pas du tout, mais alors absolument pas du tout, en train de planifier un rythme de baisse de cet ordre de grandeur. Pas du tout. Ni en France, ni en Allemagne, ni en Grande-Bretagne, ni ailleurs. Donc on fait des plans, Fit for 55, etc. Mais c'est des discours pour le moment. Hein. C'est pas du tout des plans. Alors pour savoir ce que ça veut dire, je vais finir par ça, parce que je vais revenir sur l'économie. Je vais vous présenter une petite équation qui s'appelle l'équation de Kaya. En fait, c'est une identité remarquable. Alors elle commence de manière très simple, cette équation de Kaya. Elle commence en disant que les émissions planétaires de CO2 sont égales à elles-mêmes. Là, jusque-là, je pense qu'on devrait être d'accord, même si j'en vois un qui baille, je pense que même lui est d'accord. Je divise et je multiplie par la quantité totale d'énergie qu'on utilise sur Terre, ce qui en fait met en route le parc de machines. Hein. Je multiplie et je divise par la production de ce parc de machines, le PIB, et je multiplie et je divise par la population mondiale. Donc je viens d'écrire que les émissions planétaires de CO2 sont le produit de 4 termes qui sont respectivement la population, la quantité de produits, de flux physiques transformés que je crée par personne, la quantité d'énergie dont j'ai besoin à chaque fois pour créer un de ces flux physiques et la quantité de carbone dont j'ai besoin à chaque fois pour avoir cette unité d'énergie. D'accord ? Et maintenant, je dis, l'accord de Paris, c'est ça, je le divise par au moins 3 d'ici à 2050. Et le sera, vous verrez dans pas longtemps, c'est le dessert, pourquoi de toute façon, un jour, on y sera. Alors vous êtes d'accord avec moi que quand A égale B, si je divise A par 3, c'est que fatalement, j'ai divisé B par 3. Non ? Oui ? Il y a une hésitation ? Non ? C'est bon. Je vous le fais à 2,5 si vous êtes sympa. Non. Par 3. Alors une première option, évidemment, c'est de diviser la population par 3. Bon. Qui est candidat dans cette salle à mettre en œuvre un programme de division de la quantité de la population mondiale par 3 d'ici à 2050 ? Non ? Oui ? Là-bas ? Non. Voilà. Donc heureusement, on n'en est pas là. Alors quand on regarde les scénarios, et j'insiste sur le fait qu'un scénario, c'est une hypothèse, c'est absolument pas une garantie. Hein, c'est pas une certitude, un scénario. Un scénario n'a jamais été une certitude, c'est une hypothèse. Les scénarios démographiques vous disent c'est plus 20% à plus 30% d'ici à 2050. J'insiste sur le fait que c'est un scénario, donc là-dedans, vous n'avez pas l'éventualité Don't Look Up. Vous avez vu Don't Look Up ? Oui ? Qui a pas vu Don't Look Up ? Je vous conseille de le voir, hein, ça vaut vraiment le coup. Hein. Eh bien, vous avez, pour ceux qui l'ont vu, le dialogue entre le monde scientifique et le monde politique dans Don't Look Up est extrêmement réaliste. Et le fou furieux de la technologie, il est extrêmement réaliste aussi. Hein. Donc c'est malheureusement quelque chose qui est extrêmement représentatif de la difficulté de communication telle que je la vis moi, et telle que, voilà, sur les sujets un peu désagréables. Donc on va imaginer qu'on est plutôt à plus 30% d'ici à 2050. Alors vous êtes d'accord avec moi que si ici on doit diviser par 3 et que là on commence par multiplier par 1,3, c'est que les 3 termes qui restent, on doit les diviser par 4. Oui ? On est d'accord ?
Alors, une deuxième option est de diviser le PIB par personne par 4 d'ici à 2050. Qui se présente aux élections en France en disant qu'il va diviser le pouvoir d'achat par 4 d'ici à 2050? Non? Je vous signale que Delphine Bateau a essayé. Ça n'a pas bien marché. Alors, si on imagine qu'on prend les hypothèses que vous avez dans vos cours d'économie, c'est-à-dire que la croissance continue, j'insiste sur le fait que c'est une hypothèse, et je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez peut-être pas, nonobstant vos cours d'économie. Dans tous les modèles macroéconomiques au monde, la croissance est une donnée d'entrée. Ce n'est pas une variable de sortie, c'est une donnée d'entrée, c'est un postulat. Quand ce n'est pas une donnée d'entrée en tant que telle, c'est la productivité du travail perpétuellement croissante qui est une donnée d'entrée. Ça revient exactement au même. D'accord ? Donc il n'y a aucun modèle macroéconomique au monde qui vous fasse une prévision de croissance à partir d'autres variables. Tout ce que font les modèles macroéconomiques éventuellement, c'est qu'ils vont vous moduler la croissance, mais qui est postulée comme existante en entrée à partir d'autres variables. Mais j'insiste vraiment là-dessus. Donc ça n'existe pas de prévoir la croissance. Ça peut être un souhait, ça peut être une hypothèse, c'est absolument pas une garantie. Et c'est la raison pour laquelle les modèles ne voient jamais venir les crises. Puisque vous postulez en entrée la croissance, ce n'est pas une variable de sortie, donc du coup vous n'êtes absolument pas capable de voir venir les récessions. Le modèle est incapable de faire ça. Vous avez ici l'hypothèse qu'on utilise le plus souvent, c'est que le PIB par personne va augmenter parce qu'il faut quand même bien payer les retraites. Et à ce moment, si vous augmentez de 2% par an, vous savez tous manipuler Excel comme moi, 1,02 à la puissance 28, ça vous augmente le truc de 70% en 28 ans. Donc on a commencé par multiplier par 1,3, multiplier par 1,7. Vous êtes d'accord qu'on n'a pas vraiment pris le chemin d'une division par 3. Qu'est-ce que c'est que les deux termes qui restent? C'est le boulot des ingénieurs. Bande de feignants. Qu'est-ce que vous attendez, les ingénieurs, pour nous diviser ces deux termes-là par 7,5? Qu'est-ce que vous attendez? Faites-nous des machines plus efficaces. Faites-nous des voitures électriques plus efficaces. Faites-nous des énergies renouvelables plus efficaces. Qu'est-ce que vous branlez, les ingénieurs? Allez-y, quoi. Bon. Parce qu'effectivement, ces deux termes-là, c'est le domaine de la technique. Donc, on compte aujourd'hui sur la technique pour nous faire de la croissance verte. Est-ce que les ingénieurs vont savoir faire de la croissance verte? Ça dépend un peu d'eux et ça dépend beaucoup des lois de la physique qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne changeront pas. Si vous regardez l'intensité énergétique de l'économie, ça fait un siècle maintenant qu'elle perd à peu près 1% par an. On gagne 1% par an. En fait, si vous regardez les 22 dernières années, on n'est même pas à 1% par an, on est à 16% sur les 22 dernières années. Et en fait, avec le temps, à supposer que le PIB mesure toujours la même chose, j'insiste, cette efficacité énergétique, en fait, elle va baisser, parce que vous avez des asymptotes un peu partout en physique. Par exemple, pour mettre une masse en mouvement, c'est la moitié de la masse fois le carré de la vitesse. On ne fera pas passer à l'Assemblée nationale une loi disant que ça devient le quart de la masse fois le carré de la vitesse, parce que ça permettrait de faire des économies d'énergie. Et donc, plus le temps avance, plus vous avez des dispositifs qui sont efficaces pour atteindre une vitesse donnée pour une masse donnée. Et plus le temps passe, moins il y a à gratter derrière, parce que vous avez une limite absolue. Je vais prendre un autre exemple. Pour transformer du minerai de fer en fer, le minerai de fer, c'est un oxyde de fer, Fe2O3. Vous avez besoin, tant que vous faites ça avec du coke, de 1,5 atome de carbone par atome de fer. Et vous ne descendrez jamais à 1,3 ou à 1,2 ou à 1,1 pour faire des économies d'énergie. Donc en fait, l'idée que ça va pouvoir fortement accélérer dans le monde est une idée, encore une fois, tant que le PIB mesure la même chose, c'est-à-dire des mètres carrés de logement, etc., il y a une vraie question qui est est-ce que ce truc-là peut prendre un grand coup d'accélérateur? Personnellement, je suis assez sceptique. Donc si on prolonge la tendance, sur les 30 ans qui viennent, on va gagner 20%. Donc on devrait diviser ça par 7, 7,5. On va gagner 20%. 0,8 fois 7, ça fait 5,5. Vous êtes d'accord avec moi?
Ça veut dire que ce terme-là, il faut gagner un facteur 5 à 6 sur les 28 ans qui viennent. Qu'est-ce qu'on a fait sur les 50 ans qui viennent de s'écouler? Vous l'avez là. Et en particulier, depuis l'an 2000, on a gagné 4%. Le développement des ENR qu'il y a eu sur les 20 dernières années, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que sur les 20 dernières années, vous avez également le charbon qui a doublé dans le monde. En ce moment, l'Allemagne est en train de faire un comeback monstrueux au charbon, parce qu'ils avaient fait un pari qui reposait sur un approvisionnement en gaz qu'ils vont avoir du mal à sécuriser. Et donc, quand vous regardez l'application Electricity Map, là, que vous connaissez peut-être, qui vous donne le contenu carbone de l'électricité européenne en temps réel, en ce moment, l'Allemagne est assez souvent de la même couleur que la Pologne. C'est évidemment pas du tout ce qu'ils avaient l'intention de faire, mais c'est quand même ça qui se passe. Donc, ce que vous voyez là, admettons même qu'on revienne au rythme là, du déploiement du nucléaire, etc., vous voyez bien qu'on ne va pas gagner des 1000 et des 100 là-dessus. Ce qui veut dire que, en fait, compter essentiellement sur la technique pour arriver à satisfaire l'accord de Paris, on n'y arrivera pas. Alors, une autre manière de prendre le problème, c'est toujours le même scénario démographique, parce que ça, c'est taux de mortalité, taux de naissance, et dans les 30 ans qui viennent, ça ne va pas changer grand-chose, même si on essaye d'agir sur le taux de natalité, là où il est encore très fort. Hein. Par contre, on commence à accepter une érosion lente chaque année de notre pouvoir d'achat matériel. Donc collectivement, on assume le fait que, après ça ne dit pas la répartition, ça ne dit pas si M. Bernard Arnault il perd 1% par an, comme les gens qui font le ménage dans cet amphi. Et probablement que la bonne solution, ce n'est pas que ça se passe comme ça. Mais collectivement, on accepte une érosion lente de la quantité d'objets et de mètres carrés et de tonnes qui se déplacent qu'on est capable de se procurer chaque année. Ça s'appelle la sobriété. Par exemple, au lieu de déplacer 1,5 tonnes de voiture pour déplacer notre carcasse, on déplace 30 kilos de vélo électrique. C'est évidemment pas le même service. Donc quand il pleut, il faut mettre une cape de pluie. Vous êtes moins bien protégé en cas de choc. Vous n'avez pas la possibilité de mettre le chauffage à l'intérieur. Vous avez d'autres bénéfices, mais vous n'avez pas ceux que... voilà. Et... qu'est-ce que je veux dire? Mais ça s'appelle donc de la sobriété. Et ça va avec une forme de contraction de l'économie. Parce que par ailleurs, si on fait des vélos électriques au lieu de faire des voitures, il faut, toutes choses égales par ailleurs, moins de gens. On met moins de monde au travail, globalement, parce que l'objet à l'arrivée vaut beaucoup moins cher. C'est donc qu'on a mis moins de monde au travail. Hein? L'argent ne paye que des hommes, je vous le rappelle. Et la vraie question là-dedans, c'est comment on organise la mutation de l'emploi. C'est ça la vraie question. On fait un effort qui est dans le haut de la fourchette de l'effort séculaire sur l'efficacité énergétique. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Et là, on a un effort massif sur la décarbonation de l'énergie. Et ça passe par un effort massif sur les formes d'électricité décarbonée auxquelles on peut avoir accès. Ça passe par la chaleur décarbonée également. Oui, j'ai fini dans 2 secondes. Et ça passe, voilà. Mais ça va notamment par le fait qu'on a un débat sur les alternatives décarbonées, qui est un débat qui devient d'une nature très différente du débat qu'on a eu jusqu'à maintenant, où jusqu'à maintenant, quand même, on disait qu'on voulait avoir aucun risque, nulle part, jamais, sur les alternatives. Or, nous n'avons que des alternatives risquées à notre disposition. Que des alternatives risquées à notre disposition. Le nucléaire, il y a effectivement le risque que de temps en temps, un réacteur fonde. Mais les renouvelables, il y a le risque qu'on ne puisse pas les faire ou pas les renouveler parce que ça demande beaucoup de matériaux. Il y a le risque que vous n'ayez pas de l'électricité tout le temps. Il y a The Economist là, qui vient de faire un petit calcul en disant à cause de la hausse du prix de l'énergie cet hiver, on va avoir entre 50 et 300 000 morts supplémentaires en Europe. Parce que les gens vont moins se chauffer parce qu'ils n'auront pas les moyens. Et ça va faire des morts en plus. Ça a été assez bien documenté après Fukushima, ce truc-là. Fukushima a fait beaucoup plus de morts à cause des gens qui pouvaient plus se chauffer à cause du prix de l'électricité qui a grimpé au plafond parce qu'ils ont arrêté le nucléaire, et des économies d'énergie forcées, qu'à cause de l'accident lui-même. Donc, j'insiste sur le fait qu'à l'avenir, l'idée naïve et sympathique que nous pourrions avoir uniquement des énergies propres, c'est-à-dire sans aucun inconvénient, autant qu'on veut, c'est un truc qu'il faut sortir de la tête, ça n'existe pas. Nous n'avons que des alternatives comportant des risques
Et comme le pétrole comporte des risques, c'est le réchauffement climatique, il comporte des risques qui s'appellent la guerre, il comporte des risques qui s'appellent la dictature. Le pétrole a engendré tout ce que je viens d'évoquer. Donc nous n'avons pas d'alternative sans risque pour l'avenir et il va falloir apprendre à avoir des débats adultes sur où est le moindre risque. Et en plus, les risques sont multiples. Quand vous avez plus de biomasse, c'est-à-dire d'énergie renouvelable, vous avez moins de biodiversité. Qu'est-ce que je choisis? Le climat, la biodive, les deux à la fois, donc pas d'énergie du tout, et je passe de la voiture au vélo. Voilà, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, on est très très mal à l'aise pour avoir ce genre de discussion. On continue à avoir des trucs qui sont faits de façon séparée, îlotée, etc. Et on n'avance pas. Donc voilà quelque chose qui pourrait y arriver. Alors si on ne veut pas, il y a 2 patrouilles qui vont nous rattraper, je vais finir là-dessus. La première s'appelle la diminution forcée de l'approvisionnement pétrolier, tout simplement parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il faut de 5 à 400 millions d'années pour faire du pétrole. L'essentiel du pétrole disponible sur Terre, il a été fait entre il y a 100 et il y a 400 millions d'années. Enfin, il a commencé à être fait entre il y a 100. Donc, vous comprenez bien qu'à l'échelle de l'humanité, quelques siècles, quelques milliers d'années si on a de la chance, quelque chose qui met des centaines de millions d'années à se former, ce n'est pas vraiment renouvelable. Ça veut dire que les mathématiques nous interdisent formellement, en ce qui concerne le pétrole, non seulement d'en avoir de plus en plus jusqu'à plus soif, mais même d'en avoir éternellement la même quantité. Même ça, ce n'est pas possible. Ce que nous imposent les mathématiques, c'est qu'il y a un maximum à l'extraction et un déclin derrière. C'est un théorème de maths, je vais encore le démontrer. On a demandé à 3 personnes qui sont respectivement l'ancien patron de l'exploration de Total, l'ancien patron de l'évaluation des gisements chez Total. Alors l'évaluation des gisements chez un pétrolier, c'est la personne qui est chargée de dire s'il faut mettre 1, 5 ou 10 milliards de dollars sur l'extraction du pétrole dans un gisement donné. Donc il a intérêt à savoir ce qu'il y a dedans, sinon il se fait un peu tirer les oreilles par son patron. Et enfin, l'ancien analyste pétrole et gaz de l'Agence internationale de l'énergie, qui en a eu un à un moment, on leur a donné entre les mains une base de données de l'ensemble des gisements de pétrole dans le monde, et on leur a dit, dites-nous quel est le pronostic que vous faites sur la quantité de pétrole qui va sortir du sous-sol de ces pays, qui en l'occurrence là sont les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont aussi les 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada. Dites-nous ce qui va sortir à l'avenir du sous-sol de ces pays. Hors contraintes climatiques, d'accord ? Pas de contraintes climatiques dans cette affaire. Et là, vous avez la réponse, vous avez la copie qu'ils nous ont rendue. Alors ce truc-là a été publié il y a 1 an. Je peux vous dire, c'est silence radio dans les médias. On a eu un entrefilet dans les Échos, c'est à peu près tout. Je peux vous dire que ça va avoir un peu plus d'importance pour les entreprises qui vont vous embaucher peut-être dans quelques années que le transfert de Messi ou même l'élection de Macron. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos amis? Ils nous disent qu'ici, vous êtes en 2018, qui à date est le maximum de la production de pétrole dans le monde. Le maximum de la production de pétrole dans le monde, ce n'était pas 2019 avant le Covid, c'est novembre 2018 à date. Et ils vous disent, pétrole de schiste inclus, qui est cette partie-là, en estimation basse et en estimation haute, eh bien, la production de ces pays-là, après Covid, arrivera un peu en dessous du niveau du Covid. Il faudrait vraiment beaucoup de chance pour qu'on le dépasse. Enfin, je ne sais pas si c'est pas chance. Et à partir de 2030 au plus tard, ça commence à décliner très, très sévèrement pour arriver en 2050 à une moitié du niveau pré-Covid. Ça, c'est la production des 16 premiers fournisseurs de l'Europe. Ça veut dire que les exportations de ces pays vers l'Europe, qui importent la totalité de son pétrole, vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20, parce qu'ils vont commencer par servir leur population domestique avant de servir les consommateurs européens. Donc, gilet jaune ou pas gilet jaune, dans les 30 ans qui viennent, c'est-à-dire d'ici à ce que les étudiants de cette école n'aient même pas mon âge, de toute façon, la quantité de pétrole qui rentrera en Europe sera au grand maximum de la moitié de ce qu'on a aujourd'hui et très vraisemblablement plutôt comprise entre le 5e et le 10e. Et il va bien falloir faire avec. Climat ou pas climat, banlieusard ou pas banlieusard, camion ou pas camion, bonnet rouge ou pas bonnet rouge. On va devoir faire avec. En ce qui concerne le gaz, il y a un webinaire la semaine prochaine du Shift Project qui présente les perspectives d'approvisionnement mondial et européen en gaz. Inscrivez-vous, c'est gratuit. On va annoncer, ça c'est déjà annoncé sur le site du Shift Project, où ça va être annoncé, je ne sais pas. Là, je vous sors un graphique qui va être issu de cette présentation, mais qui est la toile de fond.
En ce qui concerne le gaz, on a demandé aux mêmes, sur la base des mêmes données, etc. Et ils nous disent le pic mondial de production du gaz, c'est les années 30. 2030. Pic mondial. Et en ce qui concerne l'Europe, vraisemblablement, que Poutine ou pas Poutine, on est déjà à la baisse de façon structurelle. Donc il n'y aura pas beaucoup plus de gaz en Europe dans 5 ans qu'aujourd'hui, il y en aura plutôt moins. Et le problème, ce n'est pas juste cet hiver, ça va être un peu plus l'hiver d'après, etc. Donc et on est parti, voilà, et il va falloir faire avec. Donc même si, pour des raisons de climat, on se dit, non quand même, diviser par 3, éroder machin, etc., baisser de 5% par an, il faut quand même être sérieux, le Black Friday c'est plus important. Même si on se dit ça, en fait, on est rattrapé par la patrouille dans tous les cas de figure, sachant que je ne vous ai pas présenté les chiffres sur le charbon, mais le charbon est à la baisse en Europe depuis les années 50, parce que les pics de production ont été passés il y a très longtemps pour cette ressource, pour laquelle on a commencé à vider nos sous-sols il y a 2 siècles et demi. Le pic de production du charbon en Grande-Bretagne, c'était 1914. Ça date pas d'hier. Donc l'Europe, de toute façon, elle est dans la seringue et elle va devoir faire avec beaucoup moins. Et là-dessus, je m'arrête. J'ai l'endorphine en récession. Peut-être un petit Xanax après. Alors, on va commencer la conférence débat. Théo et moi, chacun une question, et puis après, on passe à la parole également si vous avez des questions à poser à notre invité. Alors, pour nous, dans l'urbanisme, nous planifions les évolutions du territoire justement en projetant des données démographiques pour adapter les logements, équipements et infrastructures. Cette méthodologie, elle date de l'après-guerre, d'une politique de repeuplement. Aujourd'hui, les mobilités nous permettent d'emménager là où nous le souhaitons. Est-ce que vous pensez vraiment que ce soit la donnée d'entrée, la donnée démographique à prioriser dans l'équation de l'adaptation? Je crois que ce que j'ai dit pendant l'exposé donne la réponse. La réponse est évidemment non. En fait, la démographie, elle est le facteur limitant à partir du moment où il n'y a pas de limite ailleurs. Donc tant qu'on n'a pas de limite sur les matériaux de carrière, l'énergie, l'acier, etc., effectivement, c'est la démographie qui est l'élément dimensionnant. À partir du moment où on a d'autres limites qui interviennent, il faut les prendre en compte dans les plans pour l'avenir. Et aujourd'hui, à l'évidence, ça n'est absolument pas le cas. Donc, évidemment qu'il faut revoir les modèles. L'après-guerre, c'est ce qu'on a appelé les 30 glorieuses aussi. Ça a été une époque où l'approvisionnement énergétique par personne en France augmentait de 4 à 5% par an. C'est un truc absolument faramineux. On voit bien qu'aujourd'hui, déjà, ça n'est plus le cas. Et pour vous donner une indication, je ne sais pas si vous l'avez tous en tête, mais le revenu disponible des ménages, par exemple, en France, il est aujourd'hui plus bas qu'il ne l'était en 2010. C'est-à-dire qu'il est passé par un maximum peu de temps après le maximum de l'approvisionnement énergétique européen, qui était en 2007, juste avant la crise des subprimes. Et depuis, il baisse. Et à mon avis, c'est aussi une donnée qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc, la réponse est bien évidemment non. Il ne faut pas se limiter à la démographie. Il faut prendre en compte quels seront les emplois disponibles. Est-ce qu'on va continuer à avoir des emplois tertiaires? Si ce n'est pas des emplois tertiaires, qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire? Dans toutes les grandes villes et les banlieues étalées où il n'y a pas de ressources à exploiter suffisamment sur place, une banlieue, c'est un endroit où vous pouvez ni avoir suffisamment d'espace pour que les gens redeviennent tous agriculteurs, ni c'est suffisamment dense pour que vous en fassiez un nœud d'échange urbain. Qu'est-ce qu'on en fait dans un monde qui a peu d'énergie? Voilà, question posée. Donc aujourd'hui, on ne tient pas compte d'un certain nombre d'éléments, effectivement, et vous êtes bien placé pour savoir que l'urbanisme est un truc qui se déforme de manière très lente. Donc en fait, l'urbanisme de 2100, il faut le penser maintenant. Il ne faut pas le penser en 2080. Alors ma question sera plus centrée sur la formation dans nos écoles, parce qu'évidemment, c'est le lieu où se forment les modes de pensée, de travail et de consommation de demain. Pour vous, comment faut-il que nos contenus de formation s'adaptent et se modifient pour s'adapter justement à la transition environnementale? On a fourni une partie de la réponse dans un travail qui vient d'être publié par le Shift Project qui s'appelle ClimaSup Business. Alors pourquoi ClimaSup? Parce que climat.
Sup, c'est parce que enseignement supérieur, et business, parce que ça s'adressait essentiellement aux écoles dites de business, c'est-à-dire aux écoles de gestion dans la catégorie, de laquelle se trouve Neoma. Il y a 250 pages, donc je ne vais pas vous les résumer tout de suite. Dans l'esprit, il s'agit de mettre l'ensemble de l'enseignement en conformité avec les limites que nous connaissons. Alors ça ne veut pas dire juste rajouter un cours qui présente ses limites en laissant le reste inchangé. Ça veut dire également que le reste des cours, qu'est-ce que c'est qu'un cours de marketing? À quoi on doit pousser les gens dans un monde dans lequel il y a de moins en moins physiquement et pas de plus en plus? À quoi est-ce qu'on doit former des gens s'il doit y avoir de moins en moins de postes comme ceci ou de postes comme cela dans un pays? Voilà, donc c'est des questions qui se posent aujourd'hui. Quelles sont les distances qu'on doit prendre avec l'enseignement de l'économie dans un monde où l'économie ne représente pas les flux physiques qui sont les flux dimensionnants de notre activité? Voilà, donc il y a un certain nombre de questions qui font se poser. Et ces questions, elles sont mentionnées. Alors, ça pose également des problèmes au niveau du corps enseignant. C'est évidemment beaucoup plus facile de changer de vacataire que de former des permanents. Par ailleurs, la liberté académique fait que vous pouvez dire à un enseignant qu'il faudrait qu'il enseigne autre chose, il va vous dire si je veux. Donc voilà, donc ça pose tout un tas de questions qui sont des questions importantes. Et dans ce travail du Shift Project, on essaye de lister les questions déjà, de voir où sont les sujets. Et sur chaque sujet, on essaye de donner quelques clés histoire de pouvoir commencer à rentrer dedans. Très bien, merci pour votre réponse. On va passer à une dizaine de minutes de questions du public. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Et il y a Pauline et Ivan qui vont passer avec les micros pour que vous puissiez interpeller M. Comme je vois essentiellement des questions, des mains d'hommes qui se lèvent, je vous préviens que j'ai une règle paritaire. Donc après un homme, ça sera une femme. Ma question, c'est, tout à l'heure, vous nous parlez des différentes énergies. Donc par rapport au pétrole, etc. Est-ce que du coup, je crois que c'est un peu votre position, c'est le nucléaire et un petit peu la solution à adopter un peu partout. La seule question que je me pose et que je ne vois pas souvent sur ce genre de conférence, c'est les limites par rapport aux réserves d'uranium. Est-ce qu'on peut adopter le nucléaire comme solution, on va dire, la moins pire pour l'énergie, malgré le problème des réserves d'uranium? D'accord. Alors, vous aurez remarqué que j'ai fait cette conférence beaucoup trop longue par rapport au timing qu'on m'avait donné, en ne prononçant quasiment pas le mot de nucléaire. Donc, dire que je vois du nucléaire partout, c'est une affirmation médiatique. Ce n'est pas exactement mon point de vue. Je répète qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre que moi dit quelque chose sur moi, c'est déjà une information de deuxième main, et quelquefois c'est une information de dixième main. La totalité de ma page Wikipédia, par exemple, si vous allez voir les références, dont je n'ai pas écrit une ligne, c'est que des citations dans la presse. Donc ça n'engage que les journalistes qui ont une bonne ou une mauvaise opinion de moi. Et l'autre jour, j'ai compté, parce que quelqu'un m'avait dit, si vous voulez, je peux vous aider à corriger, j'ai compté, il y a 92 dans ma page, erreurs factuelles ou erreurs d'interprétation. Donc, sur la partie nucléaire, ce que je pense très exactement est la chose suivante. Le nucléaire est quelque chose qu'on a su développer dans un monde de moins haute technologie qu'aujourd'hui, puisque la première pile atomique, celle de Fermi, elle date de 1942. Le nucléaire, on l'a développé dans un monde analogique, c'est-à-dire où il n'y avait pas le digital. Donc c'est une technologie qui résiste à l'absence de digital, alors qu'aujourd'hui, un réseau électrique dans lequel vous mettez des sources intermittentes, il ne résiste pas à l'absence de digital. C'est une source qui est très concentrée en termes de puissance, parce que vous avez autant d'énergie dans un gramme d'uranium qui fissionne que dans une tonne de pétrole qui brûle. Donc c'est la raison pour laquelle on a, avec peu d'emplacement et peu de matière, la possibilité de dégager de grandes quantités d'énergie. Mais comme justement c'est très dense par unité de volume, il faut bien s'en protéger là où ça a lieu. C'est pour ça qu'on met du béton et encore du béton et encore du béton et que ça prend 25 ans dans le cas de Flamanville. C'est une énergie qui exploite un métal, c'est-à-dire l'uranium, qui est présent en faible quantité sur Terre. Et au sein de ce métal, vous avez deux isotopes, c'est-à-dire les isotopes, c'est des éléments qui ont le même nombre de protons, c'est-à-dire ils ont le même nombre d'électrons, ils ont les mêmes propriétés chimiques, mais pas le même nombre de neutrons. Donc ils n'ont pas exactement les mêmes propriétés atomiques. Et au sein de l'uranium, vous avez un élément qui est l'uranium 235, donc 235 nucléons,
92 protons et donc, sauf erreur de ma part, 143 neutrons, qui est capable de se casser en deux en libérant de très grandes quantités d'énergie s'il reçoit un neutron, et il fait 0,7% de l'uranium total. Et l'autre isotope, 238, donc avec 3 neutrons de plus, lui, il ne se casse pas en deux s'il reçoit un neutron. Il n'y a pas assez d'uranium 235 sur Terre pour qu'on puisse remplacer la totalité des centrales à charbon et à gaz mondiales par des centrales à uranium 235 pendant des siècles. Il n'y en a pas assez. Donc, ce qu'il faut, si on veut que le nucléaire joue son rôle dans une transition, mais vous avez vu tout à l'heure, avec moins 2% sur la décarbonation de l'économie, de l'énergie, j'ai encore besoin de moins 1% de PIB par personne et par an. Donc dire qu'on va mettre du nucléaire partout et que ça évitera la sobriété et que ça permettra la croissance verte, non seulement je n'y crois pas, mais ça fait des années que je dis l'inverse. Ce que j'ai toujours dit, c'est que c'était un amortisseur, c'est-à-dire que ça préservait un peu plus par rapport à un peu moins dans un monde qui va de toute façon devoir devenir plus sobre. Et si on veut que ce soit du nucléaire durable et significatif dans le monde, ça ne peut pas être la génération actuelle, il faut passer à la génération d'après qu'on appelle la 4e génération. Dont en France, on avait des prototypes avec beaucoup d'avance il y a 30 ans. Et puis, ça a défrisé M. Jospin, qui a donc fermé Enfin bon, ça l'a pas beaucoup défrisé, parce que ce qui lui reste de cheveux sont toujours un peu frisés. Et donc, il a fermé Superphénix, qui était un modèle parmi d'autres possibles de réacteurs de 4e génération. Donc ce n'est pas non plus des réacteurs parfaits, propres, géniaux, etc. J'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'alternative sans risque. Mais par contre, il supprimait un inconvénient qui était de n'utiliser que 0,7% de l'uranium. Et avec ça, on peut plutôt utiliser la moitié de l'uranium. Donc vous multipliez l'inventaire par 100. Et avec ça, vous pouvez espérer que le nucléaire joue un rôle pendant longtemps dans l'approvisionnement des systèmes électriques. Voilà, c'est ça le point de vue que j'ai sur la partie strictement ressources. Alors, est-ce qu'il y a une femme? Non, non, pas d'homme. Voilà. Alors la fusion, vous serez morte et vos enfants aussi, qu'on en parlera toujours comme d'un truc d'avenir. Voilà. Je peux développer si vous voulez, mais voilà, c'est un... ITER, ce n'est pas un réacteur qui produira de l'électricité. Pour avoir un prototype de réacteur électrogène, à supposer qu'on y arrive, il faudra attendre 2060 ou 2070 pour en avoir un. Et on doit être neutre en 2050. Vous oubliez. Et le pétrole sera divisé par 10 à 20 d'ici 2060 ou 2070. Ça ne changera rien à notre avenir. Bonsoir. Pensez-vous qu'une chute brutale du PIB mondial, des dépenses énergétiques et des émissions de CO2 est aujourd'hui inévitable d'ici, disons, 2030, 2040 ? Alors c'est déjà ce qui se produit en Occident, si on compte bien, depuis 2008. En 2008, beaucoup d'entre nous ont gardé comme trace de l'histoire que c'est l'année où a eu lieu la crise des subprimes. En fait, si vous regardez chronologiquement comment qu'ont évolué l'énergie, le PIB et la finance, vous arrivez à un séquençage qui est le suivant. Vous avez d'abord le pétrole conventionnel qui passe par son maximum de production dans le monde. 2008 a dit l'AIE, 2006 disent plutôt un certain nombre de séries statistiques. Du coup, vous avez une décélération du PIB dans les pays occidentaux parce que ça fait maintenant 40 ans que quand vous regardez la manière dont varie le PIB par personne dans le monde, c'est très exactement la variation de la production de pétrole dans le monde. Très exactement. Et quand il y a un décalage temporel, c'est d'abord la production de pétrole qui varie et ensuite le PIB par personne qui varie. La manière dont j'interprète ça, c'est que le PIB est dimensionné par la capacité de transport pour faire communiquer les usines les unes avec les autres et avec les lieux de distribution et avec les consommateurs. Et donc, si vous avez une variation sur la quantité de pétrole disponible, vous avez une variation sur la quantité de transport disponible, et c'est ça le poumon de l'économie, et donc ça vous fait varier le PIB par personne de la même manière. Donc en 2006, vous avez le maximum de la production de pétrole conventionnel dans le monde. Derrière 2006, l'approvisionnement pétrolier des pays de l'OCDE, États-Unis compris, commence à baisser. Du coup, le PIB vrai de ces pays, aux États-Unis, vous avez une petite récession qui démarre. Et avec le système à la noix qu'ont les Américains d'avoir les crédits à la consommation assis sur la valeur des actifs, à partir du moment où la valeur des actifs commence à baisser,
plein de ménages se retrouvent dans l'incapacité de rembourser leur crédit à la consommation en augmentant avec un endettement supplémentaire, ce qu'ils faisaient avant. Et à ce moment, le système s'effondre, c'est-à-dire que les biens commencent à être saisis, puisqu'on a gagé les remboursements sur la valeur des actifs. À partir du moment où on commence à saisir quelques biens immobiliers, le prix de l'immobilier commence à se casser la gueule. Du coup, d'autres ménages se retrouvent en difficulté, du coup, etc. Et le phénomène s'emballe, et vous avez ce qu'on appelle la crise des subprimes. Depuis cette époque-là, la production industrielle européenne en volume n'a jamais retrouvé son niveau de 2007. Vous avez aujourd'hui moins de tonnes chargées dans les camions, moins de mètres carrés construits par an. La production industrielle mesurée en euros n'a pas augmenté et à mon avis, si on la mesurait en tonnes, elle aurait baissé. Dans les pays du sud de l'Europe qui étaient les plus dépendants du pétrole avant 2006, le PIB n'a jamais retrouvé son niveau de 2006. L'Italie n'arrête pas de s'enfoncer dans la récession année après année. Quand vous calculez le PIB de l'Italie, vous vous rendez compte que chaque année, il est un peu inférieur, en suivant en cela l'approvisionnement en pétrole italien qui diminue de manière contrainte. Donc en fait, l'évolution, la question que vous me posez, il suffit de regarder le revenu disponible des ménages, je vous l'ai dit tout à l'heure, en France, il est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était en 2010. Il est descendu très fortement jusque vers 2016, à peu près 2016. Grâce au shale oil qui a réapprovisionné le marché européen en pétrole, il est remonté jusqu'en 2019 et puis, ou 2018, puis là, ça recommence à descendre. Donc en fait, l'évolution que vous évoquez, elle est déjà en train de prendre place. Alors pourquoi est-ce que vous, dans cette école, vous vous en rendez peut-être pas compte? Parce que vous, comme moi, et ce que je veux dire n'est pas un anathème, mais c'est une réalité, nous appartenons collectivement aux classes aisées de la société qui sont pour le moment raisonnablement protégées de l'affaire. Donc avec vos sens, vous vous en rendez pas compte parce que vous n'êtes pas forcé de dormir sous les ponts. Mais si vous allez vous balader à Paris, vous remarquerez que sous les ponts, dans le métro et dans la rue, vous voyez plus de gens aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Si vous regardez les gens qui ont besoin, ça ils le savent probablement chez les élus, les gens qui ont besoin d'assistance de toute nature, que ce soit des gens qui ont besoin d'aide au logement, des restos du cœur, de je sais pas quoi, ça n'arrête pas d'augmenter. Et en fait, c'est déjà la trace de l'évolution que je vous ai évoquée, mais qui, encore une fois, préserve les CSP+, et leurs enfants qui sont dans cette école, de l'évolution que je suis en train, CSP+, je suis dedans, de l'évolution que je suis en train d'évoquer. Ça préserve également les élites, parce que les élites font généralement partie des CSP+. Donc les dirigeants du monde économique et les dirigeants du monde politique sont aussi des gens qui ne vivent pas cette situation au quotidien, même si certains de leurs électeurs la vivent. Et notamment les élus nationaux, une fois que vous vous baladez toute la journée dans des voitures avec chauffeur et que vous bouffez dans des restaurants, vous n'avez plus la perception de cette réalité, ça vous échappe complètement. Et quand vous êtes chef d'entreprise, c'est exactement pareil, c'est rare que vous ayez la perception de cette réalité. Et donc le pouvoir et l'argent donnent une impression de protection. D'autant plus quand le pouvoir et l'argent augmentent avec le temps, puisque avec l'accroissement des inégalités, de ce côté-là, ça va plutôt de mieux en mieux, les patrimoines augmentent. Donc on ne s'en rend pas compte dans le discours public non plus, notamment à cause de ça, mais en fait la réalité physique, c'est que ce phénomène est déjà à l'œuvre. Voilà. Et ce qui va se passer à l'avenir, mon pari sur ce qui va se passer à l'avenir, c'est un pari évidemment, ce n'est pas une démonstration, mais sur la base de ce que je vous ai raconté, mon pari, c'est que si on ne prend pas le taureau par les cornes, c'est cette situation qui va continuer à s'amplifier. Alors si on prend le taureau par les cornes, ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir plus riches au sens où on l'entendait habituellement, plus de bagnoles, plus de mètres carrés. Ça veut juste dire qu'on va savoir beaucoup mieux gérer le collectivement moins qu'on a sur le plan physique. On peut beaucoup mieux le gérer. Et à ce moment, évidemment, la situation devient quand même beaucoup plus sympathique. Mais j'insiste sur le fait que en fait, la question que vous me posez, elle est dans les faits. Quand vous regardez bien les bons indicateurs, vous constatez que c'est déjà quelque chose qui est en cours, pas que chez nous, dans tous les pays européens, et même aux États-Unis du reste. Après, j'avais repéré au moins une candidate tout en haut là-bas, à moins que ce soit pour gratter l'épaule, non? Oui, c'est ça, oui, tout en haut là-bas. Je ne sais pas combien de temps on a pour les questions. Moi, mon train est demain matin, je m'en fous. Donc, Bonsoir. Je n'ai qu'une seule question. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. En fait, la vraie question serait peut-être à quoi sommes-nous réellement prêts à renoncer? Il n'y a que vous qui ayez la réponse. Et en fait, quand je dis il n'y a que vous qui ayez la réponse, je pense que la bonne manière d'avoir ce genre de discussion, c'est une manière collective entre personnes qui, collectivement,
ont une petite capacité à agir sur leur propre destin. Alors je vais prendre une expérience qui, moi, m'a beaucoup marqué, que j'ai trouvé très intéressante, qui est la Convention citoyenne pour le climat. Même si vous êtes jeune, ça doit vous dire un petit quelque chose, parce que c'était il n'y a pas très longtemps, hein, la Convention citoyenne pour le climat. Il y a des gens qui n'en ont jamais entendu parler dans cette salle ou... Oui, c'est bon. Qu'est-ce que ça a été que la Convention citoyenne pour le climat? Ça a été 150 personnes, 150 habitants de ce pays qu'on a tirés au sort, enfin, dans des panels de consommateurs, hein, vous savez. Alors là-dedans, il y en a quand même un tiers qui ont dit « nous, on ne veut pas y aller », donc il y en a un tiers qui ont été retirés au sort une deuxième fois. C'est pas comme dans un jury d'assises où là, vous ne pouvez vraiment pas dire non. Mais c'est quand même raisonnablement représentatif du pays. C'est des gens qui ne se connaissaient pas du tout avant de commencer à discuter ensemble. D'accord ? On ne peut pas dire c'est une bande de copains, ils sont arrivés là, ils ne se connaissaient pas du tout. Et c'est des gens qui, en sortie d'une expérience qui a consisté à les former, c'est-à-dire à leur donner des informations de la nature de celles que je vous ai données, alors moins sur l'énergie, sur le rôle de l'énergie, beaucoup sur... à les laisser discuter entre eux. Donc en fait, on les a laissés discuter entre eux. Ils en sont ressortis avec des propositions qui sont en pratique, pour une bonne partie d'entre elles, du renoncement. Ils ont dit par exemple, il faut renoncer aux 130 km/h sur autoroute et se contenter de 110. Il faut, donc voilà, ça c'est un exemple. Il faut renoncer à une partie de la viande qu'on mange et en manger moins. Donc ils n'ont pas dit il faut qu'on n'en mange plus du tout. Du reste, un certain nombre d'agronomes disent qu'un monde dans lequel il n'y a plus du tout d'animaux pour chier dans les champs, ça pose des problèmes. Donc dans un monde dans lequel il n'y aura plus d'engrais non plus. Donc, parce que les engrais aujourd'hui c'est du gaz. Hein. Voilà, donc, et c'est un débat pour lequel moi personnellement j'ai pas les idées claires encore. Hein. Donc je ne sais pas exactement où est la vérité entre zéro et ce qu'on a aujourd'hui. C'est quelque part entre les deux. Bon, où exactement, je ne sais pas encore. Mais toujours est-il que ces gens-là ont collectivement établi une hiérarchie des renoncements. Et donc, je pense que c'est la bonne méthode à suivre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose... alors, il y a des choses qu'on peut faire pour soi parce que ça a du sens pour soi. Hein. Mais en général, quand on le fait, c'est qu'il y a un co-bénéfice de court terme. Et tant mieux, parce que sinon, ça serait vraiment trop l'horreur. Le co-bénéfice de court terme peut être du sens et du confort psychologique. Ça peut être du confort physique. Je parlais tout à l'heure de la voiture et du vélo. Moi, je connais des tas de gens, en fait, même si le changement climatique n'existait pas, moi inclus, on continuerait à faire du vélo de temps en temps parce qu'en fait, c'est sympa. Bon. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de raisons de se mettre à quelque chose. Donc, il y a des choses qu'on fait seul dans son coin, mais les choses les plus importantes, on va les faire collectivement. Et je vais finir en faisant un tout petit peu de plaidoyer pro domo. À Carbone 4, on a développé une application qui s'appelle MyCO2, qui est une application d'empreinte carbone personnelle. Et les gens la découvrent en groupe, justement. Donc, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, c'est les carboniques anonymes. Et le fait que les gens découvrent ça en groupe a une vertu thérapeutique importante, c'est que du coup, ça libère la parole, enfin, ça libère d'une certaine manière, ça vous allège d'un poids psychologique. Vous vous dites, je ne suis pas seul devant mon écran en train de découvrir tout ce qu'il va falloir que je fasse. Quand même, c'est l'horreur absolue. Voilà, il y a une possibilité d'interaction qui fait que c'est quand même beaucoup plus confortable d'en parler en groupe. Donc voilà. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment faire de la psychothérapie collective dans ce genre de truc. C'est comme ça que ça marche beaucoup mieux qu'en en y réfléchissant tout seul. Une dernière raison pour laquelle il faut faire ça, pardon d'être un peu long dans la réponse, c'est qu'on est des animaux sociaux et s'extraire des groupes auxquels on appartient, c'est un truc qu'on n'aime pas du tout. Le collectif a l'avantage qu'au moment où éventuellement vous vous extrayez d'un groupe parce que vous aviez toute une bande de potes et de potesses qui partaient en avion tous les ans et vous dites moi je ne veux plus faire ça, à ce moment il est important que vous retrouviez un autre groupe dans lequel vous insérez de gens qui eux effectivement vont partir tous les ans en charrette à bœuf ou je ne sais pas quoi et vous serez très content parce que vous êtes toujours dans un groupe et que c'est quelque chose qui est absolument indispensable parce qu'on est des animaux sociaux. Donc c'est important, encore une fois, le mot collectif dans cette histoire est vraiment important. C'est très dur de renoncer individuellement sans aucun bénéfice à côté. Une dernière question. D'un côté, vous avez parlé du nucléaire qui serait un parachute, même manière recours au charbon et utilise des panneaux solaires dont l'empreinte carbone n'est pas complètement amortie parce qu'ils sont produits en Chine. Est-ce qu'on peut planifier une transition énergétique qui correspond aux besoins de souveraineté et aux enjeux climatiques? C'est une vraie question. J'ai disserté il n'y a pas très longtemps, pendant 2h30, devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Alors, il se trouve qu'à l'Assemblée nationale, il y a de temps en temps des instances qui sont dotées d'un pouvoir judiciaire, quelque part, qui s'appellent des commissions d'enquête. Donc, c'est des députés qui décident d'enquêter sur quelque chose. Et donc, quand ils vous convoquent, vous n'avez pas la possibilité de dire que vous avez un rendez-vous chez le dentiste ou vos enfants à aller chercher à l'école. Voilà, c'est comme chez le juge, on est obligé d'y aller. Et donc, il y a un mois et demi, un truc comme ça, un mois,
j'ai été auditionné donc, par une commission d'enquête dont le titre est « C'est la perte de souveraineté énergétique de la France ». Alors évidemment, c'est le coup de pied de l'âne, hein, c'est les Républicains qui ont fait ça pour emmerder Macron. Il n'empêche que la question qu'il pose est bonne. Avons-nous vraiment eu un jour une souveraineté énergétique? En fait, depuis qu'on a perdu le charbon et le gaz sur notre sol, on n'a jamais vraiment eu de pétrole, en fait, on n'a à peu près aucune souveraineté énergétique. Car pour faire fonctionner tout ce qui consomme du pétrole, du gaz et du charbon, on importe tout. Et pour faire notre électricité, on importe l'acier qui permet de faire les machines qui produisent l'électricité et qui permet de faire les réseaux qui transportent. On importe le cuivre qui permet de faire ces trucs-là. On n'importe pas que l'uranium. En fait, on importe tout. Tout, absolument tout. On importe le chrome qui permet de faire les centrales nucléaires, on importe, etc. Si demain matin, on importe des panneaux solaires et des éoliennes, on devra importer tout autant les matériaux pour les faire, à supposer même qu'on fasse les panneaux et les éoliennes chez nous. On pourrait très bien décider de faire les mâts des éoliennes chez nous et de faire les panneaux solaires chez nous. Mais il faudrait qu'on importe le silicium, ce qui permet de faire le silicium, il faudrait qu'on importe les minerais. Il y a quelques dizaines de métaux différents dans ces systèmes-là, donc on ne les a pas chez nous. Alors on en a certains, hein. On a du lithium, on a encore un peu d'or à Salsigne, etc. Mais on n'a pas tous les métaux, donc certains on devrait les importer. Pour les batteries, on n'a pas de cuivre en France. L'Europe a 20% de son cuivre, aujourd'hui produit 20% de son cuivre, le reste est importé. On n'a pas de nickel en France métropolitaine. Celui qu'on a en France, il est en Nouvelle-Calédonie, donc à l'autre côté de la Terre. Donc vous voyez bien que dans un monde qui se dépétrolise, c'est-à-dire où les transports internationaux deviennent de plus en plus compliqués à assurer, la question de savoir quel système on bâtit, histoire d'avoir les flux d'importation les plus faibles pour continuer à faire fonctionner le système, est une question qui se pose. Et alors dans ce contexte-là, ma conclusion personnelle, c'est que le nucléaire présente un élément de résilience supplémentaire par rapport au mode qui collecte de l'énergie diffuse, parce qu'il a besoin de beaucoup moins de métal, parce que c'est un mode beaucoup plus dense par kilowattheure produit. Et donc, sur le long terme, ma conclusion, c'est qu'il offre une garantie plus importante de pouvoir continuer à faire fonctionner le système avec des flux physiques d'importation faibles. Voilà. Mais c'est à long terme. Ça ne veut pas dire que tout de suite, là, demain, il ne faut pas faire d'éoliennes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Là, je suis en train de parler du long terme. J'insiste aussi sur le fait qu'aujourd'hui, on continue sur tous les approvisionnements énergétiques, y compris les approvisionnements ENR, à raisonner toutes choses égales par ailleurs. Et en fait, je vais finir en vous donnant un petit, c'est pas vraiment un scoop puisqu'ils l'ont écrit, avant que RTE ou les prospectivistes de RTE ne soient mobilisés H24 par va-t-on passer l'hiver, ils avaient commencé à, et vous aurez vu dans l'actualité récente là qu'on commence à donner des instructions au préfet sur la façon d'organiser les délestages, hein, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Alors un délestage, c'est on coupe l'électricité, hein, d'accord. Donc là la conférence s'arrête, non pas parce que c'est l'heure, mais tout simplement parce qu'il n'y a plus d'élec. Bon. Je peux parler fort dans le noir, mais bon. Je ne peux pas encore faire ça. Mais donc on avait convaincu l'équipe prospective de RTE de rajouter aux scénarios qu'ils ont publiés il y a à peu près un an, qui sont des scénarios assez complets, une variante qui s'appelle mondialisation contrariée, et qui est justement une variante sur, supposons que ce soit beaucoup plus difficile, de maintenir dans les énergies renouvelables les bénéfices de la mondialisation, qui sont la production de l'autre côté de la Terre et un transport très aisé d'un bout à l'autre de la Terre. Alors malheureusement, ils n'ont pas pu mettre l'exercice en route, parce que là-dessus, M. Poutine leur a dit non, on va s'occuper d'autre chose. Donc ils ont commencé à s'occuper de problèmes de plus court terme. Mais aujourd'hui, je ne connais pas de scénarisation énergétique, et a fortiori électrique, qui intègre ça. J'en connais pas une seule. Même au Shift Project, on n'a pas eu l'occasion de faire ce genre de truc, parce que sur la partie purement électrique du plan de transformation de l'économie française, on a pris le scénario RTE en disant, nous, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire autre chose, donc on va le prendre et on le copie-colle, et on part de cette hypothèse-là. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais cette question-là est une question ouverte aujourd'hui pour laquelle il n'y a pas la réponse. Écoutez, je vous remercie, Jean-Marc Jancovici. Je vous remercie tous. Cette conférence débat est maintenant terminée. Vous vous doutez que l'organisation d'un tel événement demande beaucoup d'énergie humaine. Aussi, nous pouvons tous remercier Neoma, particulièrement Stéphanie Everert, directrice de la communication, Chloé Durville, responsable communication événementielle, Lucie, Yacine, Léo, Adrien et David pour la régie et le son, la diffusion simultanée sur les chaînes YouTube Neoma et AUDRR. Théo
et les néo-orateurs, mes collègues de l'agence d'urbanisme et mon directeur d'agence Christian Dupont pour la confiance qu'il m'a accordée pour mener à bien ce beau projet. Et surtout, au nom de toute l'Assemblée, nous vous remercions chaleureusement, Jean-Marc Jancovici, pour votre intervention.